Salut Sylvain. Salut Gaël. Je suis ravi du coup d'être chez vous, dans vos locaux, vos studios We Compose à Lyon. C'est du... Ouais, c'est... Là, on est arrivé, quoi. Quand on est podcasteur, on dit que là, c'est bon, on est installé. On est bien. On est très, très bien. Je suis vraiment ravi. On va... du coup, on est dans l'univers. Hein. On va découvrir, on va approfondir peut-être des parties un peu opaques du business, du juridique, des choses en fait auxquelles on ne pense pas parce que c'est tellement dans notre quotidien qu'on n'y pense pas. On va explorer des sujets comme identité sonore, des marques, droit d'auteur, composition, compositeur au sein du coup grâce à ton aventure entrepreneuriale. Et pourtant, tu viens pas de cet univers, donc ça, c'est très chouette. Avant de plonger, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Exactement. Donc, moi, je m'appelle Sylvain Tizy, j'ai 33 ans. J'ai cofondé avec deux associés, Grégory et Victor, We Compose en 2018. Et avant ça, j'étais salarié dans une boîte dans la cosmétique, donc rien à voir. J'étais dans le marketing, dans un réseau de franchises, dans lequel j'ai fait pas mal de choses. Marketing, communication, même contrôle de gestion. Et en parallèle de ça, j'ai toujours fait aussi un peu de musique, à titre amateur, avec quelques groupes à droite à gauche. Quel instrument? En guitare. Guitare. Okay. Un peu de chant, un peu de mix. J'ai toujours tout fait en autodidacte, quasiment. Et après, j'ai pris quelques cours particuliers. Donc, on va dire que de mes 20 à mes 30 ans, j'ai toujours été guidé par et le market d'un côté, mon métier, et la musique de l'autre. Voilà. Et tu es originaire de Lyon? Je suis originaire de Fontanay, un petit village dans la Loire, et qui est une petite anecdote qui est importante quand on fera le lien avec justement mes associés, parce que il n'y a pas trop de hasard dans la vie. En fait, c'est assez marrant. Donc, pour la petite anecdote, effectivement, Grégory, qui est un de mes associés, est aussi originaire de là-bas, mais je ne le savais pas. Et finalement, on s'est retrouvé à Lyon pour monter une boîte. Voilà. Génial. Donc, c'est assez marrant. Et jeune, enfant, tu t'imaginais devenir entrepreneur? Pas tellement. Enfin, je l'ai jamais réfléchi. En fait, je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents sont fonctionnaires. Donc, j'ai personne quasiment dans mon schéma familial qui est entrepreneur. Et j'ai toujours adoré la musique. J'ai toujours écouté beaucoup surtout du rock essentiellement. Mais j'étais plutôt sport. Je faisais beaucoup de foot. Et en fait, la musique, elle est arrivée plus tard parce que je me suis cassé la jambe à mes 21 ans. Au foot? Tibia péroné. Du coup, ça m'a mis out au lit pendant 3 mois. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on m'a acheté une guitare. Et que quand j'étais en convalescence chez moi, parce que je suis plutôt hyperactif, il fallait que je fasse quelque chose. Et du coup, j'en ai profité pour faire la musique. Donc finalement, sachant que ma blessure était plutôt importante et le mec, il était un peu... il l'a clairement fait exprès parce que c'était un match assez tendu et puis il l'avait annoncé. Je savais que ça allait mal finir. Mais finalement, je le remercie parce que grâce à lui, voilà. Du coup, tu es dans cet univers. Je me suis lancé dans la musique. Et l'entrepreneuriat, pas du tout, mais in fine, quand je retrace un peu ma vie, j'ai toujours été dans faire des choses. Donc, c'est une logique d'entreprendre, mais c'était pas forcément d'un point de vue business. Voilà. Et dans tes études, tu as fait du business, du commerce? Tu faisais quoi? Moi, j'ai fait un bac scientifique. J'aimais bien, mais ça m'a un peu fatigué. Donc après, je suis parti à l'UT, l'UT Tech de quoi Saint-Étienne, où j'ai découvert un peu ces métiers du market. On a autant fait la bringue, je pense, qu'on a fait des études. Et après, du coup, je sais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai fait une école de commerce à Lyon, que j'ai fait en alternance. Et c'est là que j'ai vraiment bien aimé le market, parce que c'est là que j'ai appliqué tout ça. Donc, voilà comment je me suis lancé. Et qu'est-ce que tu retiens, on va dire, de ces années salariées? Qu'est-ce que tu découvres? Qu'est-ce que tu y apprends? Moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'en fait, je suis tombé dans une PME où, par définition, il y a tout à faire. C'est très pratico-pratique. La hiérarchie est très courte. On a vite accès aux dirigeants. Et en plus, c'est une boîte en développement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu balayer tous les métiers de la com et du market pour voir ce qui me plaisait moins. J'ai pu beaucoup tester
être agile. Donc finalement, dans ces petites boîtes, c'est un peu comme si on était à notre compte parce que le dirigeant, il nous délègue le market et il faut se débrouiller pour trouver des solutions, les mettre en place. Si elles ne marchent pas, bifurquer, et ainsi de suite. Donc j'ai commencé par, vu que j'étais en stratégie de marque en Master 2, mon premier job, c'était de gérer tout ce qui était marketing opérationnel, donc campagne SMS, email, boîte aux lettres, tout ça. Parce qu'à l'époque, en 2010, c'est là qu'on commençait à avoir les scénarios email et autres. Ensuite, derrière, on a développé nos propres marques. Donc là, j'ai fait chef de produit. Et donc, c'est là que j'ai commencé à devoir un peu tout faire. Donc, il fallait trouver le nom des gammes. Il fallait choisir quel produit lancer. Il n'y avait pas de graphiste, donc j'ai dû me former sur Photoshop pour faire les packaging. Il fallait que j'écrive les textes. Et après, il fallait que je lance les produits dans nos magasins. On en avait entre 60 et 80, ça a évolué. Donc, il fallait que je fasse les plans de lancement et autres. Donc, ça faisait appel à pas mal de choses. Et c'était marrant parce que c'est là que la musique a un peu commencé. C'était juste après que je me sois cassé la jambe et je commençais à avoir un petit groupe de rock. Et du coup, la gamme de gel que j'avais lancée, elles avaient tous des noms autour de la musique. Et mon dirigeant, à l'époque, il m'a dit, j'ai un gros attachement avec ces dirigeants-là parce que je me suis vraiment fait chez eux. C'était 3 dirigeants. Et ils m'ont dit, mais si tu veux, on te finance ton premier album. On t'en achète 2000 et on le distribue avec chaque fois qu'on vend un gel. Il y avait un gel qui s'appelait Oroc. À chaque fois qu'on vend ce gel, on distribue le produit. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire ma pochette d'album, à enregistrer moi-même l'album, à le mixer et autres. Et du coup, je l'ai diffusé comme ça, quoi. Donc c'est là que j'ai commencé à faire du marketing avec la musique, parce que du coup, c'était lié à un lancement de produit, lié à une musique. Donc j'avais pas du tout l'idée encore de faire l'identité sonore et autres, mais c'est là que ça a commencé un petit peu à se mailler, ces choses-là, quoi. Donc ça, c'était très bien, c'était le début de carrière. Et puis après, il y a plein de métiers. Donc il y avait un problème de communication interne, parce qu'il y avait peu de communication interne. Donc j'avais lancé un journal d'entreprise, que du coup, je créais tous les mois, dans lequel je faisais des rubriques avec des jeux. On mettait en avant des choses un peu personnelles et pas que pro. Donc on mettait en avant des talents dans l'entreprise, tout ça et autres. Donc ça, c'était cool. Après, j'organisais un peu les séminaires de l'entreprise. Après, ça a évolué parce qu'il fallait gérer un petit peu aussi les franchisés. Il fallait animer le réseau, créer des opérations. Après, on a grandi, donc il a fallu que je recrute des gens et que je les chapeaute. Après, il y a eu tout le volet digital qui a commencé à bien se développer 2014-2015. Donc, il n'y avait pas de web designer, webmaster en interne. Donc, il a fallu que je me forme à faire des sites web. Après avoir fait la PAO, donc ce qui était multicarte. Voilà, et c'était vraiment super intéressant. Et après, le dernier volet qui a aussi pris beaucoup de temps, c'est qu'on a intégré CJ dans le logiciel de gestion de caisse. Il n'y avait pas d'informaticien. Donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur le développement et l'intégration de CJ dans l'entreprise. Et puis après, c'est moi qui développais avec un partenaire externe toutes les évolutions. Et par définition, quand tu maîtrises le logiciel, le système d'information, on arrive à devoir mettre en place les tableaux de bord, les reporting. Et du coup, à la fin, j'ai dû lancer le service contrôle de gestion. Ah oui, pour mettre en place le calcul des marges, la rentabilité par linéaire. Et vu que j'avais fait bac S, les maths et Excel, ça, je maîtrisais bien. Donc j'ai vraiment évolué de faire de la PAO, lancer des produits, faire de la com interne, faire des campagnes de marketing direct, mettre en place tout ça. Et du coup, c'est vraiment une expérience formidable parce que du coup, j'ai balayé tout ce que j'ai besoin de faire dans ma boîte, en fait. Ce qui, in fine, quand à la fin, j'avais parcouru tout ça, je me suis dit, en fait, c'est bon, j'ai une bonne vision pour lancer une boîte. Comment on gère la trésor, comment on gère les achats, comment on définit les prix de vente, comment on se market, comment on gère un système d'information, comment on gère des salariés. Puis quand tu vois dans une boîte comme ça, et puis ça a fini un petit peu mal pour l'entreprise, mais c'était aussi une expérience riche pour moi, c'est qu'on a fini sur un redressement judiciaire. Voilà. J'allais te poser la question, dans ce cas-là, si ça se passait tellement bien, tu aurais pu reprendre ou avoir ou monter à l'actionnariat de la boîte. C'est vrai, mais en fait, c'est un peu c'est une société familiale avec un actionnariat. Il n'y avait pas d'investisseurs externes. Donc sur un marché de la cosmétique avec le digital qui se développe, les prix qui baissent, pression concurrentielle, perte de marge, perte de chiffres, tension sur la trésorerie. Et ça finit un peu mal après. Mais du coup, c'est une expérience de ouf parce que quand tu rentres en relation judiciaire, tu découvres beaucoup de choses que tu connais pas. Tu découvres des administrateurs judiciaires, tu découvres des mecs qui viennent restructurer des boîtes avec chacun des intérêts bien particuliers, bien différents. Pas toujours forcément non plus au service de l'entreprise parce que chacun a des intérêts. Et pas toujours transparent. Pas toujours transparent, tu tombes en relation judiciaire parce que tu es en galère, tu as un administrateur judiciaire qui est mandaté par l'État mais qui te coûte des dizaines de milliers d'euros par mois, tu es obligé de le prendre quand même. Enfin tu vois, c'est beaucoup de choses et du coup c'est intéressant de connaître des phases de croissance et c'est hyper important, intéressant de connaître aussi des phases où c'est compliqué.
Parce que humainement, tu découvres beaucoup de choses. Ah, les vérités sortent et éclatent. C'est comme dans Koh-Lanta, quoi. Quand ça part en cacahuète, tu découvres la vraie personnalité des gens, tu vois qui reste pas. Donc, d'un point de vue et humain et intellectuel, c'était vraiment super. Et c'était au moment où, après on y viendra, où on avait commencé à cogiter au concept de WeCompose. Donc, les soirs, je faisais ça. Et du coup, à un moment donné, j'ai dit à mon dirigeant, écoute, là, on a une grosse restructuration. On avait enlevé au moins la moitié des gens au siège social. On avait fermé 15 magasins. Je lui ai dit, je sais que je gère ici le système d'information de beaucoup de choses. Ce que je te propose, c'est donc de faire une rupture conventionnelle, mais je continue de t'accompagner en conseil jusqu'à qu'on stabilise les équipes. Ok. Après, et toi, ça t'a permis donc de switcher. De switcher, de commencer une activité en tant que consultant. Exactement. Et à la base, c'était pas du tout une vocation de développer une boîte de consulting. Finalement, aujourd'hui, voilà, on a 4 consultants et j'accompagne une vingtaine de clients, notamment des réseaux de franchise. Et j'adore ça parce que c'est hyper enrichissant. Donc, du coup, en fait, indirectement, ça m'a permis de me lancer la boîte là-dedans et ça m'a permis en parallèle de lancer WeCompose. Pendant combien de temps tu as cette double casquette? Combien de temps met, pardon, ce lancement de WeCompose? Alors WeCompose, c'est une histoire assez marrante parce que du coup, à Shop Coiffure, j'avais besoin de faire de la communication. Ouais. Et à un moment donné, je voulais prendre la parole en radio. Et pour prendre la parole en radio, je voulais avoir une identité sonore. Et du coup, j'ai rien compris sur le marché. J'ai interrogé des boîtes à Paris où tu commences avec des billets d'entrée à 50, 60 000 euros pour avoir une identité sonore. Donc déjà, t'es pas prêt du tout parce que t'es dans une PME, t'es plutôt habitué à acheter des choses à quelques milliers. Faibles. Ouais. T'as des compositeurs tout seuls chez eux qui sont très bons, mais ils sont pas market. Et t'as des studios comme Jingle for You qui font des spots radio et qui, par extension, des fois, il y a des musiciens un peu à l'intérieur, ils peuvent te faire une identité. Voilà. Est-ce que du coup, oui. Là, j'ai déjà plein de questions. Oui. Tu mets le pied dans un univers, du coup, où il y a une multitude d'acteurs et de possibilités. Exactement. C'est pas structuré, en fait. C'est pas structuré. Donc là, on parle d'une identité sonore. Oui. Pour des spots, des pubs, radio, télé, des voix off. En fait, mon besoin, c'était que dans les magasins, j'avais lancé une web radio dans laquelle on diffusait notre propre musique. Donc, j'avais fait les playlists, j'avais fait mon tonalité musicale. Et chez qu'un client, en moyenne, il restait... le temps de vente, c'est en moyenne 15 minutes. Donc, je voulais que tous les quarts d'heure, au moins un client soit imprimé d'un message publicitaire, de mon message publicitaire et pas de la radio classique. Donc là, je m'étais dit, OK, tous les quarts d'heure, je vais faire un petit interlude de 20 secondes sur des fois la fidélité, des fois une nouveauté produit, des fois une mise en avant de quelque chose. Et je me suis dit, ce serait bien que ça commence par un jingle qui, les gens sachent que du coup, c'est une publicité Shop Coiffure. Pareil, derrière, quand je vais prendre la parole en radio locale sur Lyon, il faut qu'on me détecte. Les attentes téléphoniques, quand les gens rappellent, enfin, tous les points de contact. Vous voulez que ce soit cohérent. Exactement. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir le concept d'identité sonore, qui est pas du tout mature, parce qu'en école de commerce, on n'en a jamais parlé. Autant un concept graphique, tout le monde est à l'aise avec ça. Quand tu lances ta boîte, tout le monde crée son logo, sa charte graphique. C'est les gens prennent visite. Mais les gens prennent la parole et ils prennent pas un logo sonore, une musique sonore. Donc, il n'y a pas d'équivalent. Donc, du coup, c'est comme ça que j'y suis venu. Et donc, du coup, j'ai rencontré donc ceux qui sont aujourd'hui mes associés, Greg et Vito. Et je leur ai dit, voilà, on a besoin de faire des spots radio. Et j'ai besoin de faire une identité sonore. Et du coup, on l'a fait ensemble. Donc là, ils m'ont fait un premier devis, donc qui était beaucoup plus abordable que les autres agences que j'avais pu voir à Paris. Ils te prenaient pour un New-Yorkais. Ouais, qui me prenaient pour des grands comptes, quoi. Mais à la fois, avec le recul, ça a aussi un gros travail d'identité sonore. Donc je veux dire, c'est pas forcément volé ces prix-là, c'est juste que ça correspond pas forcément au TPE PME. Oui. Voilà. Il n'y a pas une offre structurée vraiment pour ce cœur de cible-là. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on se rencontre. Et donc là, Greg et Victor, du coup, ils me font une ou deux propositions de musique et ça collait, mais pas trop. Parce qu'en fait, il n'y avait pas forcément eu un travail marketing d'étudier ma marque, mon positionnement et comment l'exprimer en musique. Ils sont partis tout de suite sur de la composition, en fait. Et du coup, on s'est dit, ça va pas. Du coup, vu que moi, je faisais de la musique, je dis, si vous voulez, les gars, on l'a fait ensemble.
Donc, je suis allé au studio, et puis avec Greg, à la fin, du coup, on peaufinait, et du coup, on a fait notre identité sonore. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que du coup, pour quelqu'un, et encore, moi, je faisais un peu de la musique, mais pour quelqu'un qui connaît rien, il est en PME, déjà, pour choisir le prestataire, il aurait été en PLS, et puis après, pour faire un feedback de ça, j'aime, mais j'aime pas, c'est peut-être la guitare, c'est peut-être la batterie, je sais pas trop ce qui va pas, c'est super compliqué. Et du coup, en fait, bref, on a fait ça comme ça, et puis après, on s'entendait bien, donc on a commencé à faire des choses ensemble. Avec Greg, on faisait des fois je chantais, il faisait un petit mix par-dessus. Victor, pareil, j'avais eu l'occasion de le rencontrer par l'intermédiaire de la chanteuse de mon groupe, qui, par hasard, passe dans leur studio pour un truc qui avait rien à voir, c'était pour un enterrement de vie de jeune fille, elles avaient loué pour pouvoir faire des choses en studio. Un karaoké. Du coup, il avait dit, passe, parce que Vito... il est très bon dans le business, donc il avait détecté que potentiellement, dès qu'il rencontre quelqu'un, il se dit il y a peut-être une opportunité. Et du coup, j'avais rencontré aussi Vito comme ça. Et du coup, bref, on se lie comme ça, on bosse un peu, on lie d'amitié. Puis un jour sur Facebook, je vois que une amie à moi est amie avec Greg. Et je dis mais c'est marrant, ils ont le même nom de famille. C'est une fille de mon village avec qui ils font partie de mes meilleurs potes. Et il me dit mais en fait c'est mes cousins. Je dis mais t'es né où? Il me dit, mais je suis né à Fontenay. Et en fait, son père, il fait du vélo avec mon père. Ses cousins, généralement, c'est mes meilleurs amis. Mais vu qu'on a 10 ans d'écart avec Greg, on n'a pas été en primaire, parce qu'il y avait la primaire dans le village, et on n'a pas fait les clubs de foot ensemble. Moi, j'étais en poussin, lui, il était plus haut. Donc, du coup, en fait, finalement, on s'est jamais trop croisés. Mais du coup, je dis, c'est quand même marrant, quoi. Ouais. C'est quand même super marrant. C'est très, très fort. Et donc, du coup, voilà, on parlait de ces problématiques-là, de, tiens, comment on peut se développer en musique. Et là, Greg me dit, mais tu sais que avec la musique, tu peux gagner de l'argent. Si tu veux, fais des zik, et des fois, on les place sur les spots radio, parce que des fois, on a des spots radio à faire. On n'a pas tout le temps de composer nous. Habituellement, on va piocher sur des librairies, mais des fois, si tu as le temps de faire des musiques, on les fait ensemble, et tu verras, ça génère des droits d'auteur. Bon, je fais une ou deux musiques comme ça. Je m'inscris à la SACEM. Tu découvres. Je découvre la SACEM. Le fonctionnement. Je découvre la SACEM, donc tu payes une cotisation qui est valable à vie. À l'époque, c'était 150 €. Et ça te permet après de pouvoir venir déposer des œuvres. Je fais ça. Audio, musical. Ouais. Exactement. Et du coup, on dépose des musiques, on fait des pubs, et puis après, tous les semestres, tous les trimestres, mais 2 fois par an pour la France, tu perçois tes droits d'auteur. Et je dis, mais c'est ouf, les gars, parce que là, j'ai quand même touché des centaines d'euros, à la fin, après des milliers d'euros. Et je dis, on a fait une zik à un moment donné, et ça rapporte pendant plusieurs années. C'est quand même génial. C'est comme si tu vendais un shampoing et que chaque année, il te rapportait de l'argent, tu vois. Donc, je dis, c'est marrant parce que vous, en plus, vous maîtrisez le canal de diffusion parce que vous faites les spots radio et autres, bref. Et un jour, je commence à réfléchir à un concept parce que quand j'étais chez Shop Coiffure, j'avais besoin de faire des packaging et j'avais besoin de faire des logos des fois pour des marques. Oui. Pour des gamins. Et un jour, au salon du marketing à Cannes, je tombe sur une boîte qui s'appelle Creads. Oui, on en a déjà parlé ici dans l'épisode avec Grain de Sale. D'accord. Une marque de chocolaterie, chocolat et café qui sont importés par des voiliers cargo en Bretagne. Ils vont chercher à la voile des fèves de cacao et des fèves de café. Pour utiliser, ils étaient vraiment zéro au niveau market. C'était des techniciens, des chefs d'entreprise, très très bons gestionnaires, mais marketingment parlant, c'était zéro. Et ils ont fait appel à Creads pour avoir le nom de la marque, Grain. Il faut du naming, oui. Et juste après, le logo, la charte graphique. Et si tu veux, à l'époque, je vais sur le site, je vais te dire une bêtise, mais c'est peut-être 900 €. Tu poses ton brief et tu reçois 40 propositions de logo. Je dis, mais c'est génial ce concept. Ça m'a vraiment interpellé. Ça fait son idée. Et puis après, ça commence à être en redressement judiciaire à Shop Coiffure. Donc je me dis, tiens, ça serait... Bref, mes idées se mélangent. Et je dis, ça serait marrant de faire ça dans la musique. Je commence à poser un BP. Et Greg m'appelle un jour. Il me dit, Tis, tu connais Creads? Je dis, ouais. Il me dit, ça se ferait pas sans musique? Je lui fais, bouge pas, je t'envoie un bout de papier. Et donc, du coup, je lui envoie ce que j'ai commencé à cogiter. Et du coup, là, on se dit, non, mais vas-y, il faut qu'on fasse ça. C'est ouf, c'est génial. Donc, toi, tu avais déjà opéré, tu étais indépendant? Non, j'avais pas encore demandé. Donc, pendant 6 mois que j'étais encore salarié, on a bossé sur le BP à fond. On a fait tout le business plan, j'ai fait toute l'étude de marché, on a fait toutes les maquettes de à quoi pouvait ressembler le site. On a commencé à se mettre vraiment sur les droits d'auteur et autres.
Et du coup, après, quand là, je me suis mis indépendant, c'est vraiment mis en mode, vu que moi, j'avais une rupture conventionnelle pendant 2 ans de chômage, je me suis dit, ces 2 ans-là, il faut que je suroptimise. Donc là, après, on a trouvé, je connaissais un partenaire qui s'appelle Dataylor, qui gérait l'informatique là où j'étais avant. Je leur ai dit, les gars, est-ce que vous pouvez nous développer ça? Un bout de brief. Et pareil, j'ai choisi une boîte à taille humaine et agile parce que le cahier des charges n'était pas finalisé à fond. Et je cherchais des gens qui soient capables d'itérer, de cogiter, de proposer des choses. Donc pendant 2 ans, en fait, ça a été beaucoup de travail parce que on pensait qu'on connaissait les droits d'auteur, mais en fait, on les connaissait qu'en tant que compositeur. Et le modèle économique de WeCompose, c'était pas ça, c'était de faire une plateforme où d'un côté, il y a tous les compositeurs du monde qui peuvent s'inscrire. Parce que moi, je me suis dit, si je connaissais pas Greg, j'aurais jamais eu la chance de pouvoir vivre. Enfin, je vivais pas, mais de pouvoir générer de l'argent par la musique. Et je me dis, il y a des centaines de milliers de gens qui sont hyper talentueux, mais qui n'ont pas accès au marché. Et d'un autre côté, je venais d'une boîte où, en fait, il y en a plein qui n'ont pas d'identité sonore, 80% à peu près, on estime. Mais en fait, aujourd'hui, elles en ont pas. Et d'une, parce que c'est pas assez démocratisé. Et surtout, c'est super compliqué d'y comprendre quelque chose sur ce marché. Choisir un prestataire, comprendre les droits. Donc, en fait, on va faire le lien entre des marques d'un côté, des compositeurs de l'autre. Vu qu'on est marketeur et artistique, nous, on fera le brief marketing. On accompagnera vraiment le client sur bien comprendre son besoin. Émerger ce brief. Exactement. Donc, marketing, comprendre sa marque, son positionnement, son point de différenciation, ses valeurs. On va le traduire en artistique, comment on va l'exprimer en musique. Et quand ils seront OK, on lancera des appels à projets sur notre plateforme, on recevra des propositions, et après on leur fera choisir et on affinera. Et du coup, on passera du métier d'être compositeur et toucher des droits en tant que compositeur à éditeur, maison d'édition. On éditera les musiques qui vont passer, et l'éditeur, je te schématise que il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais globalement, il a 1/3 des droits d'auteur qui sont générés, et les ayants droit, les compositeurs, auteurs-compositeurs, ils ont les 2/3. Okay. Donc, on percevra moins parce que quand on faisait nos musiques nous-mêmes, on n'avait pas d'éditeur, on avait 100% des droits, mais on aura plus de volume et on va changer un petit peu de métier. Et comme ça, on va faire ce qui nous éclate, de la musique, du market, et on va lancer une boîte comme ça. Voilà. Et le jour 1 de WeCompose, est-ce qu'il y a une société qui est créée? Est-ce que c'est... Ouais, direct, on crée. En fait, je bossais sur le BP, je bossais beaucoup la nuit du coup. C'était 2h du mat, j'aime pas me coucher, et du coup, je fais un WeTransfer à Greg et Vito. Je dis, c'est marrant, ça, WeTransfer, on transfère, c'est hyper facile. Je fais, putain, on va s'appeler WeCompose. Du coup, j'étais là, je suis allé sur OVH, j'ai acheté mon nom de domaine, bam, j'ai dit, les gars, on va s'appeler WeCompose. Et voilà. Derrière, c'est toi qui est quand même qui maîtrise le marketing. Bah, c'était mon métier, le market. Donc, et tu as une vraie appétence. Exactement. Et du coup, vu que qu'à l'époque où je développais des shampoings soins, c'est moi qui déposais les marques à l'INPI. Donc après, j'ai fait tout le bordel de déposer la marque, choisir mes classes, ainsi de suite. Voilà. Aujourd'hui, on reviendra sur la transition, mais aujourd'hui, si on zoome sur les droits d'auteur et le fonctionnement de la SACEM, et dire un petit peu plus la vision de WeCompose et sa justesse, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, même en tant que podcasteur, on est habitué, c'est flou, et on est habitué à utiliser des musiques libres de droit. C'est cette étiquette-là dont tous les créateurs de contenu, vidéo, youtubeurs, podcasteurs parlent. C'est libre de droit. Ouais. Bon, hop. Ils utilisent, on ne mentionne rien du tout et on s'approprie tout ça. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. On avait quand même peut-être un petit... si c'était libre de droit, ça voulait dire que moi, je voulais quelque chose d'unique. Oui. Donc, pour notre jingle, on a demandé à un ingé son de nous composer quelque chose. Voilà. Il n'y a pas cette recherche derrière l'identité de la marque, c'est sûr, mais il y avait quelque chose d'unique et c'était créé quand même pour nous. Et on lui a fait il nous a fait une session de droit d'auteur. Oui. Le gros quid donc aujourd'hui, c'est en fait, qu'est-ce qui n'est pas juste dans ce modèle de musique libre de droit sur YouTube, disponible n'importe comment. Je vais essayer de simplifier ça, de rendre ça simple, parce que c'est complexe. Aujourd'hui, le libre de droit, c'est un peu galvaudé, parce que techniquement, c'est jamais libre de droit. C'est toujours soumis à une licence, à un crédit, tout ça. Mais
Libre de droit dans l'inconscient collectif, c'est musique gratuite ou pas chère. Et globalement, j'en fais un peu ce que je veux, quoi. Techniquement, en fait, comment ça marche les droits d'auteur? En France, quand quelqu'un crée quelque chose, cette musique lui appartiendra toujours. C'est le droit matrimonial. Une musique, elle appartiendra toujours à son créateur. Par contre, après, il y a les droits patrimoniaux. C'est les droits d'exploiter cette musique. Aujourd'hui, tu es en France, soit tu t'inscris pas à la SACEM, tu fais des musiques, et tu peux dire à quelqu'un, tu peux utiliser, tu fais un contrat de gré à gré, et tu lui dis, voilà, ça coûte tant. Par contre, après, derrière, si cette musique, elle est exploitée sur des supports, ça va pas générer des droits, et tu vas pas en retrouver quelque chose. La SACEM, en fait, c'est un organisme qui collecte des droits d'auteur. Et quand tu t'inscris à la SACEM, tu t'engages du coup à leur faire gérer l'ensemble de tes œuvres. Tu payes une cotisation à vie. Maintenant, je sais pas si ça a dû changer, mais à l'époque, c'était autour des 150 €. Et en fait, quand tu fais une musique, tu vas la déposer. Et tu déposes, si tu as fait de la musique en tant que compositeur, c'est quelqu'un qui a fait les paroles en tant qu'auteur, et si c'est édité par une maison d'édition, il y a un éditeur. Okay. En fait, c'est ces 3 grandes familles. Après, il y en a d'autres, mais qui sont des sous-catégories. C'est-à-dire que quand tu composes, quelqu'un peut ajouter des petits éléments à ta composition. Ça s'appelle un arrangeur. Quand tu écris des paroles, quelqu'un peut peaufiner tes paroles. Ça s'appelle un adaptateur. Voilà. Et donc ça, c'est des sous-catégories. Mais globalement, il y a compositeur, auteur et éditeur. Voilà. Et quand tu fais une musique, en fait, tu vas la déposer à la SACEM. Ça te génère un code que tu peux derrière donner à des gens. La musique, après, quand elle est prise par quelqu'un, elle va être diffusée, par exemple, sur un spot TV. Les diffuseurs en France, les radios, les chaînes TV, les bus, les discothèques, tous les endroits qui diffusent de la musique en France, ils doivent payer la SACEM. Ils payent une cotisation qui dépend de plein de critères. Les magasins, c'est en fonction de la surface, du public. Quand tu fais des concerts dans ton village, même quand tu fais un concert dans ton village, tu es obligé de le payer en fonction du nombre de personnes qu'il y a et autres. La SACEM, elle collecte tout ça. Et derrière, elle va le redispatcher en fonction à la télé du nombre de secondes que tu es passé sur telle chaîne. Elle va pondérer le prix à la seconde en fonction de ce que paye la chaîne. Je connais pas après précisément toutes les règles de calcul, mais par exemple, des chaînes qui diffusent beaucoup de pubs, type BFM, nous, on est mieux rémunérés sur des chaînes comme ça parce qu'eux, ils payent beaucoup de SACEM parce qu'ils diffusent beaucoup de publicité. Okay. Voilà, donc en fait, tu payes la SACEM en fonction de ton chiffre d'affaires, en fonction de plein de choses. Et nous, après, la SACEM, elle sait qu'on est passé 2 secondes sur BFM, 10 secondes sur TF1, et ainsi de suite. Et du coup, elle nous reverse notre part. Si nous en tant que We Compose, on est éditeur, on a un tiers, donc on touche un tiers de tout ça, et ceux qui ont créé, les autres, ils touchent 2 tiers de ça. Okay. Donc en fait, le fait de passer par des choses qui sont pas libres de droit, ça permet aux créateurs de vivre de leur musique et de percevoir derrière leurs droits d'auteur. Ouais. Et surtout, ça coûte pas forcément plus cher à la marque, parce que c'est pas la marque qui paye la SACEM, c'est le diffuseur qui paye la SACEM. Ah oui. Donc moi, demain, ma musique, tu viens ici, on a une librairie, nous, pour ton podcast. Si on se met d'accord que la musique, on fait un deal, je te dis pour l'utiliser, je te facture 100 € et je te donne le droit de l'exploiter sur tous les supports pendant 10 ans. Tu vas payer 100 €, mais c'est tout. Et par contre, si derrière tu en fais de la radio, tout ça, et moi, tant mieux, je percevrai des droits d'auteur générés par la diffusion que tu as fait de ton support, en fait. Donc nous, on a fait ce choix-là de ne pas partir dans le libre de droit et de partir dans la SACEM pour pouvoir, après, derrière, percevoir des droits d'auteur sur l'exploitation de notre musique. Que quand tu vas sur des sites Envato, il y en a plein des librairies libres de droit, en fait, t'achètes ta musique 10 €, peu importe le forfait, tu la diffuses en télé, le mec qui l'a créé, il touchera jamais un centime de quoi que ce soit. Quand tu m'as parlé de ce code, c'est sûr que il n'y a rien qui est rattaché. En fait, ça paupérise un peu les créateurs. Ça tire vraiment vers le bas. Aujourd'hui, toutes les plateformes libres de droit, je regardais encore les prix la dernière fois, il y en a plein, il y a Audio, il y en a... Ah oui, pour quelques euros d'abonnement par mois. Tu payes 19 € par mois, tu as de la musique illimitée. Alors après, il faut quand même bien lire les petites lignes, parce que souvent, c'est que pour le web. C'est une licence pour le web. Si c'est pour la télé, c'est autre chose. Oui. Et puis surtout, après, il y en a plein qui font n'importe quoi, parce que quand toi, tu payes ton abonnement, imaginons que demain, tu fais des podcasts pour quelqu'un, tu as ton abonnement, tu fais un podcast pour quelqu'un, tu lui revends le podcast, mais lui, il n'a pas les droits de la musique, c'est toi qui as les droits de la musique. Donc en fait, c'est un peu ni fait ni à faire. Sur ce marché-là, il y a tout et n'importe quoi, mais c'est tellement obscur. Ils s'en foutent un peu parce que dans la musique, après, c'est les diffusés ailleurs, ils percevront pas des droits de tout ça, quoi. Voilà. Et on a l'impression que le problème, c'est qu'une fois que c'est créé, ça part.
et on peut pas, quand on est compositeur, écouter tous les spots, tous les podcasts, toutes les vidéos sur YouTube. Donc, il y a vraiment quelque chose qui... ça part. Et donc, on va dire que c'est vraiment l'ubérisation, on va dire, de l'identité sonore. C'est une multitude de personnes qui peuvent gagner quelques euros en mettant ça sur une grande bibliothèque, mais... Après, il y a deux choses différentes, parce que du coup, l'identité sonore, c'est l'équivalent de la charte graphique. Le but, c'est quand même de construire une musique dédiée à quelqu'un. Toi, ce que tu me parles, quand tu prends une musique pour illustrer un contenu, c'est ce qu'on appelle de la musique d'illustration. C'est pas l'identité sonore. Oui, en gros, je fais une vidéo de mon chien, je vais prendre une vidéo sur YouTube, une musique sur YouTube, et c'est illustré. Donc, c'est pas la même chose, parce que l'identité sonore a quand même pour vocation à être unique, fait sur mesure pour quelqu'un. C'est très différent. C'est très différent. Mais effectivement, le marché de la librairie musicale, il est complexe et compliqué, parce que tu as beaucoup d'acteurs qui ont tiré vers le bas avec des abonnements à 9 € et tu fais le limiter avec, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Et en France, c'est particulier, parce qu'en France, c'est très protégé le droit d'auteur, et on a de la chance. Quand une marque, nous, elle vient nous acheter une identité sonore, on lui cède les droits pour l'utiliser 30 ans, tout support, mais elle reste quand même la propriété du compositeur. Et nous, on perçoit nos droits. Les anglo-saxons, ils sont un peu différents avec le copyright. Eux, ils sont capables d'acheter ce qu'on appelle du buy-out. C'est-à-dire qu'en gros, Netflix, ils te disent, OK, tu veux faire le générique de ma série, je te file 10 000 €, mais par contre, c'est ma musique. Et après, moi, je touche mes droits. Ça, en France, tu peux pas le faire. Ouais. Donc aujourd'hui, on est sur un marché français qui est quand même bien protégé, bien structuré pour ça, et ça, c'est plutôt cool. Ok, donc je reviens sur WeCompose. Le BP, il est fait. Oui. Est-ce que ce qui était inscrit dans le BP, c'est réalisé? Comment ça s'est lancé? En fait, la double difficulté que tu as sur des produits comme WeCompose, c'est que tu peux pas aller voir un annonceur tant que t'as pas de compositeur. C'est ce que j'allais dire. Et recruter des compositeurs quand t'as pas encore d'appel à projet. Quand t'as pas de brief, c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce que vous avez réussi à... Donc on a eu la chance de pouvoir se lancer avec les autres structures qui sont autour. Ouais. Ou des fois, on a fait des appels à projets où on ne les a pas forcément super bien vendus, mais on les a quand même lancés pour pouvoir capter des compositeurs. Il y a un truc que je m'attendais pas forcément, mais on a mis 0 € pour recruter des compositeurs. Aujourd'hui, on en a 800. Et en fait, ça s'est juste fait par le bouche à oreille. Et justement, j'ai jamais voulu mettre de pub. La seule fois où j'ai mis 15 € sur Facebook pour dire appel à projet en cours, 2 000 € à gagner, on a eu 75 nouveaux inscrits. Mais en fait, c'est pas forcément ça qu'on veut. Pas les bons. C'est même pas ça. C'est que nous, en fait, on veut pas être une plateforme. Et oui. Chaque compositeur qui s'inscrit, on l'appelle. On les aide à s'inscrire à la SACEM s'ils savent pas faire. On explique le principe. On répond à toutes leurs questions. On a un chat. Beaucoup d'éducation. Donc nous, on veut les aider, les accompagner et montrer qu'on est proche d'eux. Si c'est pour avoir d'un coup 10 000 personnes qui s'inscrivent, ça me servira à rien. Je vais avoir des gens qui vont pas tout comprendre. Ça va pas créer ce truc. Donc, c'est pas du tout la course aux compositeurs. Aujourd'hui, on en a 800, pour en avoir 200, pour en avoir 10 000. C'est 800 du coup en combien de temps? On est en 2018. Ça fait 2018, ok. Donc ça s'est créé assez vite finalement. On a vite eu 100 compositeurs. Ok. Et après, on a commencé à avoir des petits projets et on a eu de la chance d'avoir tout de suite des très bons compositeurs. Ouais. Qui tout de suite, même si on n'avait que 5-6 propositions à faire sur les premiers clients, ça a tout de suite marché. Le match il n'y a pas un client depuis le début de WeCompose sur lequel, quand on a fait des propositions, il a dit il n'y en a aucune qui me va. Donc ça, c'est super cool. Et donc petit à petit, après, on a fait grossir ça. Donc au début, on a travaillé que sur notre réseau personnel. Chaque fois qu'ils avaient un client, moi en conseil, ou eux en spot radio, on essayait de placer une identité sonore. Donc on le vendait pas du tout au prix qu'on espérait qu'on ait aujourd'hui. Donc on essayait petit à petit de faire monter la sauce. Donc on lançait des petits projets, on avait des compositeurs. Et petit à petit, on s'est rendu compte que plus on avait des projets importants avec des rémunérations importantes, plus on avait des compositeurs de haut niveau. Donc petit à petit, on a monté. Et aujourd'hui, on a un niveau vraiment très intéressant de qualité et de choix. Tu vois, en moyenne, là en ce moment, quand on fait un appel à projet, on reçoit entre 20 et 60 propositions sur mesure en 15 jours, 3 semaines. Et sur ce nombre-là, combien sont... Il y en a qu'une qui est retenue, mais qu'est-ce que vous faites du reste? Alors, ça c'était le postulat de départ. En fait, on est vraiment dans zéro déchet. Ouais, c'est recyclage. Mais zéro déchet. Depuis le départ, on veut faire 2 choses. On veut être la première marque qui rend claire l'identité sonore sur le marché et qui s'adresse aux PME.
Donc, on a un prix qui est défini et on ne facture pas à la tête du client. Donc, globalement, quand tu fais une identité sonore, on facture le brief marketing, compréhension du besoin, 2-3 visios avec le client. On traduit ça en musique. On leur fournit une presse complète avec des soundboards, des idées de musique. On leur dit telle valeur on la met avec tel instrument, tel BPM, tel style et autres. Donc, BPM, c'est le rythme. Le rythme. Donc, ils payent un brief artistique, un brief marketing. Et derrière, on facture pour lancer l'appel à projet et recevoir des propositions. Et le dernier volet qui est variable en fonction des projets, c'est juste les droits. On a fait le parti pris de ne pas faire comme beaucoup d'agences. Toutes les années, tu payes des droits en fonction de où tu vas. Ah, vous allez faire du M6, ok, de la télé, un peu de radio. Et toutes les années, tu leur fais payer un truc. Parce que je trouve qu'un dirigeant de PME, il s'achète une identité sonore et chaque année, il faut qu'il la repaye. C'est antinomique pour eux. C'est perturbant. Donc même si elle leur appartient pas, parce que techniquement, les droits sont quand même aux compositeurs, nous, on a fait le parti pris de céder la plus grande durée possible. C'est 30 ans, tout support. La seule chose qui change, c'est la géographie. Si tu es un acteur local, on te cède pour ta région, multiville, France ou international. Et c'est juste ça qui fait la différence de prix entre nos clients, en fait. Ok. Donc demain, tu es L'Oréal, tu veux diffuser dans le monde entier. C'est logique parce que nous, on reverse la moitié des droits aux compositeurs. Donc c'est logique que tu payes plus cher que celui le boucher de Lyon qui veut diffuser dans son quartier. Donc la variable, elle se joue vraiment là-dessus. Et du coup, nous, ce qu'on voulait pas non plus, c'était qu'il y ait trop de déceptifs. Donc en fait, on a fait le parti pris qu'aujourd'hui, quand on fait un appel à projet, on rémunère les 3 premiers. Tous ceux qui sont pas pris, derrière, en fait, on écoute les musiques et on les édite quand même et on monte une librairie en parallèle. Donc, qui est trié, répertorié, étiqueté, on va dire. Qui est complètement, parce que quand les compositeurs, on a développé tout un logiciel SaaS en ligne, quand ils chargent un titre, ils le qualifient, ils mettent les instruments qui sont dessus, ils mettent le style, le mood, l'ambiance, le battement par minute, tout ça, donc elle est qualifiée. Donc après, on lance une librairie nous, on a un gros travail artistique en interne, on les range par album, rock, pop rock, peu importe, ambiance et autres. Et du coup, là, il y a une librairie qui est en ligne aujourd'hui qu'on n'a pas encore commercialisée, qu'on utilise en interne, mais qu'on va bientôt commercialiser, sur lequel il y a déjà 1500 titres. Tu viens, tu choisis tes titres, mais là, tu retombes dans ta logique de musique illustration, c'est pas une identité sonore. Oui. Tu vas pouvoir prendre des musiques pour illustrer tes musiques. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a pas encore commercialisé parce qu'on a beaucoup réfléchi sur le modèle économique, parce que on peut pas se différencier par le prix. Il y en a déjà qui vendent des abonnements à 9 €. Oui. On peut pas se différencier par la quantité. Il y en a qui ont 250 000 titres. Et ni forcément par la qualité, parce qu'il y en a qui sont très quali. Donc du coup, on s'est dit, cette librairie, là, on va le lancer en 2023. On va lancer un accès freemium dans lequel on va pouvoir bénéficier tous les mois de quelques musiques gratuites qui peuvent suffire pour certains petits comptes. Et derrière, on partira sur un modèle d'abonnement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est dit, en fait, il manque encore quelque chose dans le marché. Aujourd'hui, on est très différenciant sur le sur-mesure. Personne ne sait faire entre 5 et 10 000 € une identité sonore complète avec le jingle, la musique de 2-3 minutes qui va avec, la version 20-30 secondes, où en un mois, tu as un brief marketing, un brief artistique, 30-40 propositions, des comités d'écoute, possibilité de changer, et les droits sur 30 ans. Donc là-dessus, on est sur notre valeur. Aujourd'hui, ça se développe bien. Tous les clients qu'on a en lead entrant, on leur explique, on convertit, les projets se passent bien. Donc là-dessus, on est très rassurés. L'enjeu, c'est plus maintenant de démocratiser ça et de faire de la com pour aller chercher davantage d'annonceurs. Mais il y a quand même un trou dans la raquette encore. Parce que tu as ceux qui peuvent se permettre des identités sonores sur mesure. Oui. Et la librairie, en gros, c'est les musiques que tout le monde peut prendre n'importe quand. Ton concurrent, il peut te retrouver avec la même que toi et autres. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a des gens comme les créateurs de podcasts, de contenu, ils aimeraient avoir leur jingle sonore pour démarrer leur musique qui illustre. Ils vont pas payer 5 000 € pour avoir une identité sonore. Ils peuvent pas. Et prendre une musique libre de droit que tout le monde peut avoir, c'est compliqué. Du coup, on a cogité, et ça va être le gros projet de 2023. On veut faire, ça va pas s'appeler comme ça, mais tout le monde comprendra, un peu le back market de l'identité sonore. Le reconditionner. C'est qu'en fait, quand nous, on reçoit les 20-30 propositions, on a tout dedans. On a à chaque fois le logo, la musique et les variantes de 20-30 secondes. En fait, on veut faire un site sur lesquels tu vas pouvoir venir louer ton identité sonore. Donc, elle aura été faite sur mesure. Elle sera unique, personne ne l'utilise. Et un peu comme des noms de domaine, tu vas pouvoir parcourir. Donc, par exemple, quand on a fait un appel à projet pour quelqu'un qui est dans la carrosserie, on a reçu 20-30 propositions qui collent bien au secteur de la carrosserie. Pareil, on a fait une école de commerce, le SCP. Il y en a plein qui correspondent un peu à l'éducation. Donc, on va les ranger par grandes catégories comme ça. Tu pourras venir et sous une forme d'abonnement, elle va se griser après sur le site. Il n'y a que toi qui l'auras. Personne ne pourra donc l'avoir.
mais on va la faire sur des tarifs beaucoup plus abordables, ou alors on va se rapprocher des tarifs des librairies musicales. Ok. Ce qui fait que tu pourras avoir un kit complet que tu pourras louer, et là on est en train de calculer les prix pour savoir si tu veux le louer et qu'elle te plaît au bout de 6 mois, si tu veux vraiment l'acquérir, à combien on peut le faire. Ça permettra aux gens de pouvoir se lancer dans leur podcast sans prendre trop de risques, Ouais. parce que si au bout de 4 mois le podcast il arrête et que tu investis 5 000 € dans une unité sonore, c'est un peu con. Et à la fois, si ton podcast il cartonne au bout de 8 mois, tu dis mais en fait j'aimerais libérer complètement, on va pouvoir le libérer. Donc en fait, on va pouvoir couvrir 100% du marché. Celui qui veut vraiment une musique d'illustration pour illustrer une musique où il a filmé son chat, il y en a beaucoup, type YouTube, type tout ça. Celui qui veut créer son contenu, qui est une TPE, une start-up, un podcasteur qui sait pas trop encore, mais qui veut un truc, Qui veut tester, mais déjà être sûr de ses bases. Être identifié, avoir une musique qui lui correspond, et il n'y a que lui qui l'a, où il y a le kit complet avec le logo, la musique et autres, il pourra la louer. Et celui après qui veut passer en radio, en télé, ou qui va avoir sa propre identité pour être cohérent sur ses attentes téléphoniques, ses musiques de magasin, son spot TV et autres, et ben il a son offre sur mesure. Tout ça à prix accessible, toujours avec l'accompagnement humain, avec du choix, de la sympathie et surtout du droit d'auteur qui permettra de faire vivre les ayants droit et nous de nous rémunérer derrière. Donc c'est pour ça que là je suis venu il y a 6 mois. Vous étiez moitié moins nombreux et il y avait moitié moins de locaux. Oui. Ça se développe à fond. Ça se développe bien et ça se développe aussi en complémentarité des autres structures. C'est ça. Parce que ici, en fait, historiquement, si on a pu développer WeCompose, sans faire de levée de fonds, sans faire rien, c'est parce qu'on a aussi les autres boîtes autour sur lesquelles on a pu vivre et qui nous ont permis de pouvoir développer sereinement WeCompose. Donc il y a cette partie de spot. Donc la boîte historique, c'est celle de Grégory et Vito, mes associés, c'est Jingle for You, créé en 2010. Eux, ils font 90% des spots radio. Et après, ils peuvent faire des attentes téléphoniques ou des podcasts ou autres. Mais leur vrai cœur de métier, c'est de bosser avec les régies publicitaires des radios. Parce que beaucoup de radios n'ont pas de studio interne. Ouais. Les commerciaux vendent l'espace. Derrière, ils sous-traitent ici. Donc, c'est beaucoup parce que c'est entre 400-500 spots radio par mois. Donc, il y a plusieurs ingé sons. Donc, tout ce qui est vraiment enregistrement de voix, on maîtrise par cœur. Derrière, il y a eu après un besoin sur la vidéo qui s'est beaucoup démocratisé. Donc, Grégory et Victor, avec David, ils ont créé Focusin, qui est l'équivalent en vidéo. Donc, ils bossent beaucoup pour les régies publicitaires, type BFM, M6, tout ça. Quand les annonceurs veulent un spot, derrière, ça peut être sous-traité directement ici. Et donc, du coup, WeCompose, après, complète ça. Donc, aujourd'hui, on est capable de faire la musique, le décliner sur le spot radio, le décliner en vidéo. Et moi, après, j'ai mes consultants en conseil. Tu continues à faire du conseil. Voilà. Donc, typiquement, un client comme 5 Star, un réseau de 500 carrossiers, c'est un client qu'on a en conseil depuis 2 ans. On a fait l'identité sonore. On fait les spots radio en ce moment qui sont sur RMC. On fait le spot TV, qui est en ce moment sur BFM et TF1. Et donc, du coup, et on a fait donc l'identité sonore, spot radio, spot TV cohérent. Et le conseil. Et donc, du coup, c'est pour ça que... Un client pour les 4 structures. Exactement. Okay. Donc, en fait, aujourd'hui, on a aussi... Donc, ce qui se développe aussi ici, c'est tous ces pôles-là. Et c'est pour ça que ce pôle-là, bientôt, aura un nouveau nom avec une marque ombrelle sur lequel on va aussi simplifier la visibilité pour les clients. Donc, WeCompose sera toujours à part entière. Et les autres, on va le regrouper sous un même nom, histoire d'avoir une offre... global, avec un point de différenciation que peu ont, c'est que tout est fait maison. On n'a pas de sous-traitance. Donc, quand une agence vient nous voir pour un grand compte ou quand un client de PME vient nous voir en direct, on est capable de tout faire sur place. Donc, vous maîtrisez beaucoup plus facilement et les délais et la qualité. Exactement. Et les péripéties. Exactement. Et puis la complémentarité, parce que tu as un chef de projet unique qui peut faire la transversale surtout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pris le temps de développer WeCompose. On n'a pas la pression d'actionnaires extérieurs. On a juste la pression, nous, de vouloir aller vite. Donc on a tout autofinancé avec nos petits sous et avec beaucoup d'efforts. Donc voilà. Et donc du coup, Adrien, qui historiquement était chez Datelor, il nous avait développé la plateforme. Maintenant, il s'est mis à son compte et du coup, il a intégré le capital de WeCompose. Et donc là, on va reprendre activement le développement sur 2023 de cette plateforme back market et c'est le lancement en commercialisation de la librairie. Comme ça, on aura vraiment 3 produits pour chaque cible et chacune aura son marché avec toujours de la différenciation. Quels ont été Est-ce que ça a été pas simple? Tu nous as dit qu'il y avait eu beaucoup de boulot, mais quels ont été les points de friction, quels ont été
est-ce qu'il y a eu des moments de doute, des moments de peur, peut-être le Covid, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les bâtons dans les roues, on va dire? Il n'y en a pas eu tant que ça, c'est plus des challenges techniques qu'il y a eu, parce que avec Greg, on s'est fait une semaine de formation en droit d'auteur. Ça a été costaud parce qu'en fait, on pensait connaître le droit d'auteur, mais c'est très compliqué, complexe, il y a beaucoup de choses. Il fallait faire tous les contrats et autres. Qui c'est qui vous a formé? La SACEM? Donc, on a fait une semaine de formation à l'IRMA sur le droit d'auteur. C'est quoi l'IRMA? L'IRMA, c'est un institut qui forme en gros sur les musiques actuelles, sur ces choses-là. Okay. Et donc, on a fait cette formation-là et après, on a pris une prestation avec une avocate à Paris sur les droits d'auteur. Parce que du coup, il a fallu créer les contrats de nous avec les compositeurs, de nous avec les clients et autres, faire les CGV, faire les CGU. Ça, c'était un gros billet qu'on n'avait pas prévu. Mais en fait, c'était super intéressant intellectuellement et puis c'était structurant. Oui. Donc, c'est les bases de votre modèle maintenant. Donc ça, c'était un vrai premier challenge. Le deuxième autre challenge, c'est qu'aujourd'hui, c'est très chronophage de faire signer des contrats parce qu'à chaque fois qu'on a une musique, ok, c'est cool, on en reçoit 30-40, il faut toutes les écouter. Il faut checker qu'elles soient nickel, sinon il faut faire les retours avec les compositeurs et surtout derrière, il fallait générer tous les contrats. 3-4 contrats avec chaque compositeur. Allez, historiquement, il fallait les envoyer par courrier. Il fallait que chacun les signe. S'il y en a deux, il faut attendre les retours des deux. Vous êtes un bon client DocuSign maintenant, à mon avis. Après, il faut envoyer à la SACEM, il faut déposer à la SACEM, patati patata. Donc aujourd'hui, nous, on a tout digitalisé ça. Donc ça a été complexe parce qu'aujourd'hui, quand un compositeur met une œuvre, il doit dire avec qui il l'a fait, ils doivent mettre leur clé de répartition. Ce qui fait qu'on appuie sur un bouton, nous, et tout se dépose automatiquement. Tout se génère. Ok. Et là, on est en train de faire l'API avec SACEM pour que aujourd'hui on les dépose encore un à un. Et c'est super long parce que tu les déposes à SACEM. Si sous 48 heures ou 7 jours, je sais plus, le compositeur n'a pas signé, ça annule, faut refaire. Donc on va pouvoir déposer en FTP en masse. Donc ça va aller vite. Donc le challenge technique était de comprendre tout ça. Il y a tellement de clés de répartition qu'il fallait voir comment on impacte les contrats, comment ils génèrent automatiquement. Donc ça, c'était un peu technique et Taylor nous a vraiment bien débroussaillé là-dessus. Donc ça, c'était compliqué. C'était pas infaisable, c'était juste... c'était un challenge technique. Les points de doute, il n'y en a pas eu forcément. Il y a des choses qu'on a testées qui n'ont pas marché. De base, on voulait essayer de voir si l'aspect digital complet marchait. Et en gros, que la marque, elle arrive et directement sur le site, elle passe sa commande d'identité sonore avec un brief interactif. Je m'adresse B2C, B2B. Je m'adresse au tel secteur. Mon cœur de cible, c'est des femmes. 40, 59 ans. J'aime bien tel mood. Mes valeurs, c'est ça, tout ça. Afin que ça consolide un brief et qu'ils partent tout seuls sur la plateforme. Mais en fait, vu qu'on n'est pas sur un marché mature, et déjà que les gens, ils ont du mal à apprendre l'identité sonore, si tu n'apportes pas le conseil, on sait même pas. C'est mort, en fait. On sait même pas parler de sa propre marque. Et les 3 quarts des dirigeants, ils sont pas clairs sur leurs points de différenciation, leurs valeurs, leur positionnement, leur marché. Donc ça, on a mis un peu d'énergie et d'argent. Pour rien. Pour faire marche arrière, mais bon. Mais pour rien, pas tant que ça, parce que finalement, tout le moteur qu'on a fait, je pense qu'il va servir pour le back market. Ouais. Mais ça, c'était un petit peu, pas la déception, mais du coup, c'est la confrontation au marché, ça fait partie du deal. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les gens, ils apprécient de nous avoir en visio et qu'on les accompagne à chaque étape. Bah oui. Et à la fois, c'est cool parce qu'on adore faire ça. Bah oui. Moi, c'est mon job de consultant. Humain, voilà. Donc finalement, c'est pas grave, c'était juste, on a testé ça, ça n'a pas marché. Donc je pense qu'aujourd'hui, vouloir digitaliser complètement l'aspect musical et l'identité sonore, c'est mort pour le moment. Peut-être dans 20 ans, quand ça sera comme le graphisme. Je veux dire, sur Creads, c'est pas pareil dans le graphisme. Les gens, ils ont l'habitude de dire j'aime bien le rouge, j'aime pas le vert, je voudrais un lion, je voudrais un rond, je voudrais un cercle, je voudrais un picto, peu importe. C'est plus simple de faire tout seul, sans humain. La musique, c'est compliqué, il faut les rassurer sur les droits, qu'est-ce qu'ils pourront faire avec, ils sont pas à l'aise forcément avec les styles de musique, qu'est-ce qu'ils vont recevoir, c'est quoi une identité sonore, est-ce que j'ai vraiment le logo avec la musique, est-ce que c'est juste un jingle, c'est compliqué pour eux. Donc ça, c'était un challenge qu'on a qu'on a lancé et que ça a pas marché, mais c'est pas grave. Et à la fois, on l'a lancé sans non plus gros moyens de communication, donc on n'est peut-être pas allé au bout de la démarche, mais donc ça, c'était un gros challenge. Je vais dire, c'est un peu les seuls challenges parce que finalement, ça avance bien. C'est juste qu'on pourrait aller plus vite. Mais pour aller plus vite, il faudrait soit qu'on soit à 100% dédié dedans. Et il faudrait donc qu'on ait un petit bout d'investisseurs pour nous financer ça. Soit on y va à notre vitesse parce qu'on continue de faire grossir le tout. Bon, pour le moment, c'est le parti pris qu'on a pris. Parce que finalement, on s'éclate à un peu tout faire ces métiers-là. Donc, et à la fois, on fait ça aussi parce que on n'est pas sur un marché où demain, un concurrent, il nous regarde. Il va regarder ce qu'on a fait et il va le faire en un mois. En fait, les barrières à l'entrée sont quand même énormes parce que faut comprendre toute la logique de droit d'auteur.
faut te créer une communauté. Faut avoir 800 compositeurs, faut avoir l'accès au marché. Faut en avoir balayé quand même, ouais. Donc en fait, voilà, t'as des marchés où il faut aller très vite parce que tu te dis, bon, voilà, je sais pas, tu lances dans la fintech ou je sais pas quoi, les gens, ils ont besoin de cramer vite du cash, de gagner vite des parts de marché, tout ça. Nous, c'est pas vraiment trop le sujet, on préfère avancer ça. Et puis surtout, il y a peut-être quelque chose qui rentre en compte, c'est aussi qu'on est passionné de ce qu'on fait. Donc en fait, si c'est pour aller lever de l'argent, pour peut-être pas que ça marche, et peut-être déposer, tout ça, non, nous on veut se déposer. En plus, on est sur quelque chose qui est un actif important parce que quand on signe un auteur-compositeur, on a les droits jusqu'à 70 ans après leur mort. Donc en fait, on est quand même sur un actif qu'on consolide et plus il grossit, plus il prend de la valeur. Ouais, votre catalogue, il grandit et il se consolide. Exactement. Pour avoir un ordre d'idée, la SACEM, c'est combien de retours? Justement, ça c'est la difficulté. Ça c'est la difficulté qu'on a eu d'un point de vue trésorerie, mais heureusement on a l'autre à côté. C'est 6 mois quoi. C'est qu'en fait, ton client il te passe commande, tu produis la musique, derrière il la diffuse, et la SACEM, un an après, va te commencer à verser les droits à partir du moment où ça a été fait. Donc en fait, tu as une énorme inertie entre le moment où tu fais la musique et elle est diffusée. C'est potentiellement ça qui aurait nécessité une levée de fonds. Exactement. Mais aujourd'hui, nous, on l'autofinance, ça tient. Donc il y a les banques qui suivent. Exactement. Donc ce qui est super compliqué à projeter, je suis incapable de te dire une musique combien elle rapporte en SACEM. Parce que demain, tu fais la musique de Lidl qui est tous les jours à la radio. Une musique peut te faire vivre, c'est fini. Contrario, tu fais 10 000 identités sonores pour des boulangers qui communiquent sur des radios locales, ça va générer que dalle en droit d'auteur. Donc en fait, c'est pas la quantité de musique forcément qui fait les droits. En 2022, par exemple, tu sais combien la SACEM Là, on l'a eu au global. Pour le moment, on doit être vers les 30 000 euros de droits d'auteur par an. Basé sur du coup 2021. Parce qu'en fait, 2018, on a construit 2018-2019, on a lancé la plateforme, on n'a quasiment pas de projet. Mais et là, ça ce que je comprends, c'est une pente qui fait que monter. 30 000, 60 000, 100 000 et 200 000 et 500 000. Ça, c'est hors les ventes d'identité sonore qu'on fait. C'est vraiment juste les revenus récurrents qui vont revenir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, 2018-2019, on a construit la plateforme. 2020, on a commencé à commercialiser, il y a eu le Covid. C'est vraiment 2021 et surtout 2022 qu'on a commencé à vraiment faire des gros projets. Mais du coup, ce qu'on a fait en 2022, ils n'ont pas forcément encore diffusé. Donc, c'est tout le droit qu'on aura en 2023, 2024, 2025. Donc, il y a deux valeurs d'entreprise. Il y a la librairie, plus elle va développer, elle sera utilisée. Et nos clients qui ont fait des identités sonores, tant qu'ils continuent de communiquer sur les supports, ça nous génère des droits d'auteur. Donc, en fait, il faut qu'on additionne de plus en plus de clients sur du sur-mesure. Et le maximum, il faut qu'on arrive à convaincre des marques qui diffusent le plus possible. Ce qui rémunère le plus, c'est la radio, la télé, c'est la publicité. Donc voilà, notre challenge, il est d'aller chercher ces marques-là, de se rendre crédibles, de démocratiser, et puis de leur apporter une vraie valeur ajoutée. Voilà. Et est-ce que après, pour faciliter, parce que ça peut faire peur aussi pour une marque, de dire bon, oui, j'ai l'identité sonore, mais là, je mets du budget à la télé ou en radio. Est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que vous avez des entrées dans ce monde-là? Parce que la marque, elle ne l'a pas. Alors, justement, après, on les accompagne sur votre identité sonore. Ok, elle est faite. Comment on l'applique sur un spot radio? Donc après, on les guide dans la rédaction, conception, rédaction des spots radio, avec le montage de l'identité sonore. On les accompagne sur la conception, rédaction, si besoin, de leur spot TV. Et derrière, après, nous, on fait pas forcément de l'achat d'espace, mais du coup, vu que toutes les régies nous envoient du business, on peut les connecter avec qui ils veulent, avec le commercial d'M6, de TF1, tout ça. Nous, on fait sur la boîte que j'ai en conseil, mais c'est surtout du digital. Mais après, oui, on peut les accompagner là-dedans. Mais après, si vraiment tu veux communiquer massivement en radio et en télé, après, c'est un autre métier. C'est vraiment des boîtes d'achat d'espace, mais on en connaît plein, on bosse avec elles. Parce que ça aussi, c'est un monde opaque. Quand on est dans son canapé ou dans sa voiture, on est très très loin d'imaginer toute l'économie qui est générée, tout ce que ça génère, tout le process. Je connais un petit peu la pub en radio, j'ai 2-3 montants en tête en pub télé. C'est le Far West aussi. C'est compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on est sur un marché, aujourd'hui, on est très crédible sur les PME et les primo-accédants.
parce que du coup, on les accompagne aussi à comprendre comment prendre la parole comme il faut, et on peut les aiguiller sur leur dire ça, il vaut mieux prendre du sponsoring d'émissions que d'aller acheter du spot forcément sur telle chaîne et autres. Donc on les guide, mais après on va pas jusqu'à vraiment gérer pour eux leur média planning. Ça c'est encore un autre métier. Mais oui, c'est compliqué aujourd'hui pour un dirigeant de PME d'être alerte sur tous ces sujets. C'est pas évident. C'était plutôt réservé aux... C'est pour ça que les grands comptes, eux, ont compris la logique d'identité sonore. Oui. Mais ils sont habitués. Et ils ont compris la logique de mécanique de trucs. Donc aujourd'hui, nous, c'était vraiment notre cœur de métier de se dire les TPE, PME, ETI, il faut qu'on leur fasse comprendre l'intérêt de prendre la parole avec une identité sonore. Ça leur viendrait pas à l'idée de faire une campagne 4x3 sans leur logo. Il faut pas qu'ils prennent la parole en radio et en télé sans identité sonore. Et pour ça, on va les guider sur comment le faire bien, quoi. Parce que n'importe quelle personne qui nous écoute là connaît très bien les identités sonores de groupes ou de marques qui, à peine on entend une note, on reconnaît. C'est ça que vous arrivez vraiment à faire. Les 3 notes de la SNCF, les jingles de l'identité sonore de Nutella, de McDo et de Leroy Merlin, on les connaît. Oui. C'est ancré. Après, il y a 2 sujets justement par rapport à ça. Il y a 2 sujets. C'est que souvent, des fois, on a des dirigeants qui peuvent nous dire, voilà, moi je voudrais un truc à la Carglass, je voudrais un truc à la Decathlon. Mais il y a quand même 2 sujets. Il y a le travail qu'on va faire de composition. Il est bien évidemment hyper important et c'est à nous de faire une identité sonore la plus impactante et la plus mémorisable possible. Donc avec le moins de notes possible, qu'on peut chantonner, qu'on peut retenir, tout ça et autres. Mais la mémorisation de ta marque, elle est aussi directement liée de l'achat d'espace que tu en fais. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que Carglass, elle est connue. Plus Decathlon, on en bouffe. Techniquement, de manière très objective, je sais pas si elles sont pas forcément magnifiques. Mais c'est juste qu'en fait, elles sont tellement répétées que tu l'as dans la tronche. Donc en fait, bien sûr. Des fois, si demain tu vas avoir une marque qui est vraiment mémorisée, c'est la somme des deux, quoi. On peut te faire la meilleure création du monde si tu chuchotes à la radio, à la télé, c'est mort. Et à la fois, des fois, tu pourrais matraquer en radio ou télé avec un truc moyen, on pourrait quand même le retenir. Donc l'idéal, c'est quand même de ce juste milieu entre bien prendre la parole et avoir une marque qui soit très facilement identifiable. Et justement, d'un point de vue marketeur, il y a 2 choses. Est-ce que tu conseilles de faire des campagnes massives mais pas régulières ou d'entretenir la présence? Ça, c'est des vastes débats. Ça dépend un peu du produit que tu vends, ça dépend de la saisonnalité que tu as. On a une saisonnalité. Souvent, quand tu as moins de budget et que tu veux juste imprimer ta marque, tu peux faire du sponsoring d'émissions. Ça coûte moins cher, tu peux faire plus de répétitions. Okay. Donc en radio locale, il y en a beaucoup qui vont sponsoriser la météo sur ici Radio Scoop, où votre émission vous est présentée par. Donc quand tu as moins de moyens, souvent les primo-accédants, ils vont sur ces dispositifs parce qu'ils coûtent moins cher. Okay. Par contre, tu peux pas parler de ton produit, tu peux pas faire de promo en fait. Donc c'est vraiment pour imprimer ta marque. Donc si t'as une logique purement de commencer à ancrer ta marque, ça peut être bien, mais si t'as vraiment la vocation de montrer un produit ou un service, il faut passer sur du spot. L'avantage que t'as aujourd'hui, c'est que tout s'est digitalisé. Beaucoup de choses sont digitalisées, notamment la télé et la radio aussi. Aujourd'hui, l'audio digital a pris une part très importante. Donc aujourd'hui, tu n'es pas obligé de faire de la radio, tu peux faire du Spotify, du Deezer. Sur ces plateformes-là, 60% des gens ont des abonnements gratuits, donc ont de la pub. Et là, tu peux faire des pubs hyper ciblées. Donc, tu as un réseau de magasins où tu es dans 6 villes en France, tu n'as pas besoin de faire du natio. Tu peux prendre du Spotify, Deezer, tu cibles géographique, sans intérêt, âge, sexe, tout ce que tu veux, et tu vas diffuser ton spot de 20 secondes et tu vas le matraquer. Il pareil pour la télé, mais il y a la télé segmentée qui est sortie. Donc, tu es capable de faire de la pub sur TF1 que dans un département. Alors, pour le moment, c'est que entre certaines heures, je crois que c'est 9h, 19h, donc t'es pas sur les prime time et autres, mais demain, toi, dans ta région, pas la même, toi, tu vas regarder M6, c'est pas tous les écrans pubs, je crois que c'est 1 par heure sur ces zones-là. Mais en fait, aujourd'hui, il y a plein de leviers pour être malin, être très précis. Donc, soit tu vas imprimer ta marque, tu fais du sponsoring, soit tu vas être très précis, tu peux acheter du spot, mais que là où tu es. Et après, tu peux mixer du digital avec des zones de grande écoute. Donc, ça, c'est dur à répondre. Ça dépend vraiment de ton produit, de ta cible, ta saisonnalité, toutes ces choses-là, quoi. Ok. Sur le podcast, c'est pareil. On peut tellement cibler et affiner tout ça. C'est impressionnant. Autre sujet qui peut peut-être venir bousculer un petit peu et venir chambouler un petit peu ce jeu, ce game, les NFT. Si
vous mettez l'identité sonore, si vous la tamponnez et la reliez à un NFT, les droits d'auteur sont gérés autrement, mais ils sont gérés à vie. Je sais pas si tu as exploré. Oui, mais on a exploré, mais c'est pas la même chose. C'est évidemment pas la même... Parce qu'en fait, les NFT, c'est plus après sur de la... Il y a différents droits d'auteur, en fait. Nous, ici, on est éditeur, mais en fait, tu as aussi les droits de producteur. Ok. Quand demain, tu es un artiste, un studio va te financer. Il y a plusieurs acteurs. Le producteur, celui qui paye la production, et il y a l'éditeur. Et effectivement, le producteur, derrière, avant, il était rémunéré à chaque vente de disque. Mais lui... Après, quand c'est diffusé en radio, en télé, il ne perçoit pas les mêmes droits d'auteur que l'éditeur. Ouais. Donc, le NFT, effectivement, ça peut être bien pour la propriété d'une musique. Que si demain, elle est écoutée, revendue, tout ça, à chaque fois, tu touches des commissions dessus. Mais ça ne remplacera jamais la SACEM. La SACEM, elle va vraiment collecter par rapport à ce qui est diffusé pour redistribuer les droits d'auteur. Donc, oui, il peut y avoir une forme de redistribution, de collecte, mais ça ne sera pas forcément sur les droits d'auteur, ça sera sur d'autres choses. Okay. Donc, ça, on l'a étudié. Pour le moment, on voit pas trop l'application qu'on pourrait en faire. Nous, on pourrait s'en utiliser peut-être pour faire des smart contracts plutôt que de faire des contrats avec les marques. On pourrait leur le faire sous forme de NFT. On avait aussi réfléchi, mais pour le moment, on va pas partir là-dessus, mais sur l'offre back market reconditionnée. On pourrait aussi la faire sous forme de NFT, c'est-à-dire que le mec, il a sa musique, mais si derrière, il a envie de la recéder à quelqu'un d'autre, il peut le faire. Il la revend. Donc ça, peut-être qu'on y viendra. Pour le moment, je pense qu'on l'avait réfléchi, mais si on le ferait, ce serait plus pour faire un peu de bullshit market et dire qu'on est in que pour une vraie application concrète. Donc, pour le moment, vu qu'on s'adresse à des gens, de dirigeants de PME, tout ça. Qui sont pas déjà dans tous les cas. On préfère être concret. Je pense que le jour où on aura peut-être tout fini et s'amuser, on le fera. Mais aujourd'hui, je préfère faire un truc qui soit compréhensible, accessible, facile et qui corresponde à mon cœur de cible. Ouais. C'est sûr que quand je me suis lancé dans le podcast, j'imaginais pas tout ça. J'ai vraiment appris beaucoup de choses avec toi hein, depuis qu'on se connaît. J'ai mis beaucoup plus de transparence et de clarté dans cet univers et on y fait encore plus attention. On était sensible, mais tu vois, on n'avait pas les clés. On n'avait pas les moyens, vraiment. C'est sûr, on n'avait pas... mais même les acteurs du marché, ils ont des difficultés. On a beaucoup des fois de compositeurs qui sont dans notre plateforme, ils font des super titres. Des fois, ils sortent des titres avec des gens, mais ils n'ont rien contractualisé. Ils ont une méconnaissance de la SACEM. Donc, en fait, il y a aussi, je pense que c'est un marché où il y a beaucoup de requins aussi, quoi. T'as beaucoup de gens qui profitent, de gens qui connaissent rien. Ah oui. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur un marché, d'ailleurs, un peu vieillissant, c'est-à-dire que tous les dirigeants des grandes librairies musicales en France sont surtout des gens qui ont développé ça années 80, 90, 2000, 2010. Donc aujourd'hui, on est un peu à la frontière, c'est-à-dire que le libre de droit, ils ont tout de suite compris les codes du digital. C'est des plateformes qui sont très efficaces, ils sont très bons en marketing, en retargeting, ils s'intègrent nativement dans After Effects, ils s'intègrent nativement dans tous les logiciels, tout ça, ils sont très très bien pensés l'écosystème. Que les acteurs classiques, les maisons d'édition aujourd'hui qui sont affiliés à la SACEM et qui sont en France avec des librairies, tout ça, ils sont encore un peu old school, à vendre de gré à gré des musiques, tout ça et autres. Donc nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les codes du libre de droit, mais l'appliquer toujours dans le cadre de ces droits d'auteur. Donc ça, c'est un peu notre challenge qu'on a cette année, c'est de préserver les droits d'auteur, mais en étant un peu in, quoi. Si je veux, je pense que vous avez bien le parcours, vous avez le combo gagnant. Ouais. Je pense que effectivement, tu le disais, il y a des barrières à l'entrée et on comprend que WeCompose est la combinaison de beaucoup de choses. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire, et puis même dans la musique, c'est tellement vaste que même moi, du coup maintenant je connais très bien le marketing et la musique. Le droit d'auteur autour de l'identité sonore. Mais par exemple, les droits d'auteur, quand tu es un artiste, c'est encore autre chose. C'est encore d'autres acteurs. Parce que nous, les streams, nos compositeurs, ils sont souvent autoproduits. Donc en fait, on n'a pas à dealer avec des producteurs, pour ça et autres, mais après, t'as plein d'autres acteurs, en fait. Donc c'est encore un métier encore plus complexe que même moi, je connais pas par cœur. Avec Greg et Vito, on s'est toujours dit qu'un jour, si tout tourne et qu'on n'a plus besoin de travailler, on aimerait bien reprendre un peu d'artistique parce que c'est un peu paradoxal. J'ai jamais autant pas fait de musique que depuis qu'on a des studios. Ouais. Bon, il y a eu les enfants. Ouais. On a lancé les boîtes. Aujourd'hui, j'ai une guitare dans mon bureau. On a des studios de ouf. On a des batteries, on a tout.
Et en fait, on n'a jamais le temps de faire de la musique. Alors qu'avant, j'en faisais beaucoup plus que quand maintenant je bosse dans la musique. Donc, à terme, on se disait, ce serait bien qu'on arrive à retrouver un peu l'aspect passion, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on le fait dans une logique entrepreneuriale, une logique business. J'ai plus le temps de faire de la musique juste pour kiffer, sans aucun objectif financier, en fait. Et ça, c'est un peu dommage. J'aimerais bien y retrouver. Donc, l'album, il est loin, quoi. Bah, l'album, j'ai déjà des paroles, j'ai déjà des compositions. Un jour, j'aimerais bien reprendre et me faire un album, mais même pas pour le vendre, rien, juste kiffer. On se met là, on fait un super son. Donc c'est juste ça un petit peu qu'on a perdu, mais après c'est des périodes de vie. Je veux dire, on est à des âges un peu différents. Greg et Vito, ils ont 10 ans de plus que moi, mais moi je suis à un âge où quand je suis parti, c'est là où j'ai acheté, j'ai eu mon crédit de maison. Tu te mets à ton compte, un premier enfant, un deuxième enfant, on a 2 boîtes. Moi j'ai la boîte de conseil, j'ai WeCompose, donc t'es un peu full, quoi. Donc le temps de faire de la musique, il est un peu loin, quoi. Donc ça va revenir. Ça va revenir, j'essaye de me faire des pauses actives, c'est-à-dire que le midi, j'essaye de soit jouer aux échecs, soit des fois faire juste 15 minutes de guitare, plutôt que de rien faire ou être sur mon écran. Et ça me déconnecte quelques temps. Mais j'aimerais bien le faire de manière plus... J'allais venir, tu vois, à cette partie organisation, parce que pour, encore une fois, gérer et développer et voir un petit peu tous ces aspects recrutement, prospection, brief... comment vous êtes répartis peut-être les rôles? Est-ce que ça s'est fait naturellement et comment vous gérez vos associations? En fait, on a un peu des affinités, c'est-à-dire que Vito est très très bon sur la vidéo, donc lui il gère tout le pôle vidéo. Jérémy, qui a enregistré ce podcast, il est là depuis le départ, c'était le premier salarié de Greg et Vito. Et lui, il fait tourner les studios de Jingle for You. Ce qui permet à Greg de se mettre vraiment sur WeCompose. Et moi, je suis entre WeCompose et ma boîte de conseil et un autre projet que je lance en parallèle aussi. Donc, d'équilibrer ça. Donc, on est bien répartis les tâches. On est hyper complémentaires. Greg, il vient de Énergie. Il a bossé 10 ans chez Énergie. Donc, il vient du son. Donc, il connaît très, très bien le son. Et de la radio. Vito, lui, le commerce, donc il est très 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 bon en commerce. Moi, je suis bon en marketing. Et après, on a des équipes de ouf. On prend beaucoup de temps à les recruter. Aujourd'hui, on a pas mal d'alternants aussi ici. Et franchement, ils déchirent tous. C'est-à-dire que historiquement, on en a eu plusieurs. Il y a beaucoup de vidéos et de podcasts que tu avais vus qui avaient été faits par Lou, qui était là à l'époque. Elle nous a vraiment apporté énormément, avec Jean qui était là, qui a développé la librairie, d'autres après qui nous ont rejoints. En ce moment, on a une équipe de 3 là avec Hakim, qui est un musicien de ouf, un gros marketeur de ouf, Clément qui trie toute la librairie, qui est passionné de musique, avec Lucie qui apporte toute sa pêche sur le market. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est dans des métiers où on arrive facilement à trouver des profils qui sont passionnés de musique. Et donc, du coup, ils viennent dans une dynamique où ils font leur métier pourquoi ils sont formés, mais en plus, ils ont un cadre génial. Donc, en fait, je vais pas dire que c'est facile, mais c'est plus facile que quand tu bosses, je sais pas, dans un métier où tu vas vendre, et y a aucun dénigrement par rapport à ça, mais je sais pas, tu vends des pompes à chaleur. Un mec qui vient faire le marketing de pompes à chaleur, ok, il est pas passionné de pompes à chaleur. Nous, les gens, ils sont passionnés du métier, de l'environnement. Il y a le côté fun quand même. Le côté fun, ils peuvent faire de la musique quand ils veulent. Là, on a lancé notre série de podcasts We Warrior où on fait un peu what the fuck, on s'enregistre. Et c'est marrant parce que on avait Hugo qui était en stage, qui va revenir là en alternance à partir de la rentrée. Avec Hakim, ils ont des super voix. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on fait des identités sonores, qu'on leur dit voilà comment ça pourrait ressembler en spot radio, ils font eux-mêmes les démos. Et ils les font tellement bien que le dernier client, Brad Butcher, qu'on a fait, en fait, il a gardé la voix pour les spots. Donc, tu vois, ils sont tous multitâches, ils savent faire des voix, ils savent faire de la vidéo. Là, celui qui nous a filmé tout à l'heure, c'est Thomas. Le marketing, mais en fait, il filme aussi des clips de musique, donc il sait faire de la vidéo. Donc, en fait, on est tous hyper débrouillards. On trouve tous des gens qui sont dans notre esprit un peu intrapreneurs. Donc, je suis pas salarié. En fait, il y a plein de choses à faire. T'as une initiative, tu l'as fait, tu vas au bout, ça marche pas, on affine. Donc, c'est génial. On essaie de créer cet écosystème un peu d'autonomie et de liberté. Et du coup, ça fait un truc super cool, quoi. Et dans le temps, dans ta semaine, tes journées, est-ce qu'elles sont réparties? Est-ce que tu arrives à avoir des moments sur tel ou tel projet, telle ou telle tâche, tel ou tel domaine? Ouais, on essaye de faire comme tout le monde, de mettre les outils de productivité, type Notion, tout ça, pour essayer de cadrer
les équipes, les projets, missions. les équipes, ouais. J'essaie de figer des temps toujours les mêmes dans la semaine avec certains types de clients et types de réunions pour faciliter. Et puis après, moi, je bosse beaucoup le soir. Ah ouais? Je suis très Ça fait un efficace. nocturne. Ouais, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire le parti pris de pas sacrifier ma vie perso et mes enfants. Donc, je sacrifie plus mon temps de sommeil, mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir emmener les enfants le matin à l'école, de pas partir tard le soir. On passe un bon moment avec tout le monde. Et après, quand ils vont se coucher, moi, souvent, je retravaille. Et je suis hyper efficace. Souvent, je bosse, je sais pas, de 10h à 1h, un truc comme ça. Et en 3 heures, en fait, je me fais souvent sur les sujets un peu stratégiques, tout ça. Et c'est là que j'ai personne qui m'appelle, personne qui me dérange. Ouais, oui. Et là, je débite à mort. À part le mardi soir où là, c'est foot? Mardi soir, c'est foot. Voilà, pour souffler. Sinon, le reste, c'est ça. D'autres moments, d'autres habitudes, d'autres... Oui, et après, 1 ou 2 fois dans la semaine, on passe aussi du temps à regarder des séries avec ma conjointe. Donc, en fait, je mixe entre tout ça, mais en fait, ça me passionne de faire tout ce qu'on fait. On est tous des passionnés de ce qu'on fait, donc c'est cool. C'est vraiment, moi, je recherche beaucoup les aventures humaines. À Shop Coiffure, c'est une aventure humaine extraordinaire avec les dirigeants, les équipes. Ici, c'est l'éclate. Donc, nous, ce qui nous drive, c'est bien sûr, il y a le business, mais c'est surtout construire des choses, faire des choses, que ça réussisse avec des gens, qu'on se marre. On se prend pas tellement au sérieux. On essaye d'être hyper authentique. Et du coup, voilà, quoi. Je pense que tout le monde vient bosser ici de manière sans mauvaise pression, quoi. Ouais. Et comment vous managez toi en direct, tu as combien de personnes dans Expertise Market, j'ai 3 consultants. Une qui est vraiment au design, un qui est globalement sur le digital et Marie qui est plus sur tout ce qui est acquisition. Donc en fait, chacun a des clients. Et souvent, moi, je m'occupe de travailler avec les dirigeants de ces boîtes-là ou avec les responsables market. On cadre les stratégies, puis après, eux, ils travaillent opérationnellement avec ces clients. Donc, on fait des points réguliers dans la semaine. Mais après, j'essaie de les rendre le plus possible autonomes avec leurs clients. Ok. Et WeCompose, pareil, on est une équipe de 4. Donc là, on a une grosse réunion semaine prochaine. Je veux qu'on fasse toute la roadmap de développement de ces plateformes. Sur 2023. Du coup, on va faire la roadmap marketing qui doit aller avec. Ouais. Pareil sur la librairie. Et après, une fois que tout le monde a ses missions, après, tout le monde avance et on fait des points comme ça. Le but, c'est vraiment de donner de la vision, responsabiliser et après aider pour monter en compétences, mais essayer de laisser les gens faire par eux-mêmes. Voilà. Ok. Ouais, c'est pas du tout du micromanagement comme on dit. Plus tu apportes la vision sur le long terme et après, grâce à ce recrutement de personnes débrouillards, oui. Je sais pas comment vous faites pour recruter, s'il y a des tests ou des petits exercices, mais tu vois que souvent, tout le monde est capable de faire effectivement multitâche, quoi. Souvent, moi, dans mes annonces, des fois, je mets qu'un mot, mais moi, ce qui compte, c'est juste avoir la niaque. Et j'aime bien prendre des profils qui ont rien à voir avec ce pour quoi on les embauche. Donc, par exemple, si je prends le dernier exemple, qui est Hakim, il a fait une école là, de gros hacking, la Rocket School. Ils avaient 6 mois de cours intensifs. Après, il avait 1 an d'alternance. Mais avant, il a fait un bac scientifique. Après, du coup, il a fait préparateur en pharmacie. Ça lui a plus trop plu. Il a fait de la musique. Après, il avait besoin de vivre. Donc, il a traversé la rue. Il a demandé à son pâtissier s'il pouvait bosser. Il a appris la pâtisserie. Il fait un métier de marketing. Pour ma musique, c'est cool. Et du coup, il a postulé là. Et ça, tu sais que c'est des gens, du coup, qui ont un niveau de débrouillardise de ouf. Puis, c'est pas faire un truc. Le soir, il va se former. Et le lendemain, il saura faire. Voilà. Donc, moi, je cherche des gens. Et c'est pour ça que même pour des alternants, des fois, je passe une dizaine d'entretiens au moins. Moi, il faut que j'ai cette mèche-là. C'est-à-dire que je regarde pas trop les compétences, je m'en fous parce que franchement, le marketing, c'est du bon sens à 80% et 20% de technique. Mais franchement, tu les acquiers hyper simplement, hyper rapidement. Donc je pourrais trouver un job chez WeCompose. Exactement. Donc, autodidacte. Lou, qui avait fait beaucoup de nos podcasts et de nos vidéos, elle sait pas faire de la vidéo, voilà. David lui a montré, elle a allumé la caméra, elle s'est mise sur After Effects, sur Adobe Premiere, elle a fait des tutos, elle a fait son montage. Et hop. Voilà, c'est fini, c'est terminé, quoi. Ça, c'est génial d'avoir des gens qui ont cette envie d'apprendre. Et puis, de toute façon, les métiers vont tellement vite que si t'as pas la niaque, en fait, en 2 ans, t'es dépassé et t'es fini. Ouais. Donc voilà, on essaye de prendre des gens qui, dans le son, t'es obligé de prendre des gens qui ont fait des formations en son, bien sûr. Mais dans le marketing, on va pas forcément prendre le mec qui a fait HEC, qui était manager de promo et même si un jour peut-être... Qui va pondre
à peu près qui va toujours prendre, le même si même. peut-être un jour, je pense que... Il faudra peut-être du senior à un moment. C'est ça, c'est qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de vérité, c'est juste que tu as différentes étapes de vie dans une entreprise. Au début, il y a beaucoup de choses à faire avec peu de moyens, donc il faut être débrouillard. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup de débrouillardise. À un moment donné, quand on va trop grossir, il va falloir commencer à structurer et avoir des gens qui soient capables de manager d'autres gens. Et après, quand tu veux grossir, tu t'internationalises, bah, tu es obligé d'avoir des gens qui ont des visions internationales. Et là, tu retrouves tes mecs qui ont fait HEC, tout ça. Donc, il y a rien de bien, pas bien, tout ça. C'est juste que voilà, faut prendre des gens qui correspondent à l'étape de vie dans laquelle tu es, quoi. Et bien, nous, à un moment donné, peut-être qu'on sera dépassé dans notre organisation. Vous serez plus les bons CEO. Exactement. Jusqu'où ça va aller? C'est un sujet dans la vision, justement, l'international. Déjà, nous, on aimerait vraiment devenir l'acteur de référence en France sur l'identité sonore. Aujourd'hui, tu as des gens qui sont bien implantés, comme 6ème Son, qui ont une très grosse crédibilité, qui ont d'ailleurs un peu créé ce marché. Hein. Donc nous, on est assez admiratifs de ces gens-là, et puis on est, on les voit avec bienveillance, parce que du coup, on s'inspire, on voit ce que les gens font, et ça tire plutôt vers le haut. On est sur un marché où faudrait vraiment que demain... L'idéal, ce serait que les gens, quand ils lancent leur marque, ils disent « il me faut une identité sonore ». Donc ça, j'aurais réussi. On aura réussi le jour où ils auront fait ça. D'ailleurs, ça s'appelle aussi un logo. Exactement. C'est un logo sonore. Un logo sonore. Logo graphique, logo sonore. Donc la vision, ce serait que demain, on arrive à avoir 80% des marques qui ont une identité sonore. Et quand ils pensent identité sonore, ils pensent à nous. Voilà. Tout simplement. Donc, et puis après... C'est sûr que ça laisse du beau potentiel. C'est ça. Et puis après, qu'on continue à s'amuser. Donc... aujourd'hui, qu'on continue à développer notre entreprise, à bien s'entendre tous ensemble, à tous progresser et que chacun puisse gagner en échelon. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui qu'ils sont là à tout faire, que demain ça grossisse, ils puissent avoir des gens en dessous d'eux qui feront tout et eux ils prendront de la hauteur et que chacun grandisse un peu à la vitesse de l'entreprise, quoi. Ça, je pense que c'est ça qui serait cool. Comment vous faites attention ou vous créez des moments et pour la cohésion entre associés et la cohésion entre tout le monde? Est-ce qu'il y a des moments où vous partez entre associés 2 jours où vous faites des soirées, des moments vraiment où vous parlez et vous resynchronisez? Entre associés, moins, parce que les moments, on les a beaucoup, mais ici, c'est plutôt du diffus. C'est plutôt issu du diffus parce qu'après, on a tous un peu nos contraintes perso. Après, le reste du temps, elle est bien chargée, la vie aussi. Et avec les salariés, 2-3 fois dans l'année, effectivement, on fait des gros moments team building. Après, c'est beaucoup de moments comme ça informels. Après, c'est aussi par équipe. Des fois, on est moi, mon équipe au restaurant ou des choses et autres. Après, c'est entre eux. La semaine dernière, par exemple, ils font tous du badminton ensemble et autres. Donc, c'est un peu l'initiative de tout le monde. Des fois, c'est entre eux. Des fois, c'est avec une certaine partie des gens. C'est assez... c'est pas vraiment figé, quoi. Mais je pense que plus ça avance, plus il faudra peut-être arriver à créer du rituel. Je pense que ce serait intéressant. Ouais, quand ça va s'approcher des 50, là... Et il y a la taille des bureaux pour. Exactement. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'était un gros chantier que d'ailleurs mes associés, notamment Vito, a beaucoup géré. Si on est là, c'est parce qu'il a aussi beaucoup œuvré, parce qu'il n'y avait pas forcément de chef de chantier. Donc il a passé 1 an aussi ici à tout mener de front. Donc c'est pour ça qu'il faut être multitâche, mais vraiment dans tout, parce que voilà, faut savoir gérer une baie informatique, faut savoir gérer des travaux, faut savoir gérer des clients. Faut tout gérer, quoi. Faut tout gérer. Mais à la fois, on adore tellement toucher à tout qu'en fait, au final, on s'en plaint même pas parce qu'en fait, c'est nous qui nourrissons ça. Quelle aventure. Génial. Moi, j'adore être à vos côtés. J'adore découvrir un petit peu tout ça. Merci et bravo pour cette initiative et cette... je pèse mes mots, mais c'est vraiment pour amener beaucoup plus de justice, en fait. Donc, sur quelque chose qui n'en... Même ses propres acteurs n'en avaient pas conscience, donc c'est fou le boulot qu'il y a à faire. Ce qu'on espère, c'est surtout arriver à mener à bien ces développements là pour l'année qui arrive, parce que si vraiment on arrive à apporter aux créateurs de podcasts tout ça, un vrai modèle avec cette location d'identité sonore reconditionnée, si on arrive à répondre à ce besoin-là, c'est-à-dire qu'on aura répondu à celui-là, on aura répondu aussi des PME ETI. Donc en fait, si on arrive à faire ça, à faire que les compositeurs qui s'inscrivent chez nous, on arrive à tous les rémunérer, à tous qu'ils puissent gagner de l'argent, je pense que là, on aura gagné. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y en a qui sont pas pris, basculent sur la librairie, on essaie de les placer sur des spots.
1 an, 2 ans après, ils touchent des droits. Et si là, en plus, on arrive à faire de l'abonnement sur lequel ils pourraient percevoir tous les mois quelque chose, nous, je pense que ce qu'il faut, c'est pour ça que j'en veux pas non plus des millions des compositeurs. J'aimerais bien qu'on puisse vraiment accompagner les gens et que toutes les parties prenantes soient gagnantes. Le client, il est content, il a été accompagné, il a une vraie identité sonore. Peu importe sa taille qui correspond à ce qu'il a. Nous, on a la juste rémunération qu'on mérite et les compositeurs, pareil. Et ce qu'on aimerait à terme, c'est qu'il y en a un vraiment qui puisse peut-être buzzer avec une ou deux marques et que potentiellement ça l'aide dans sa carrière artistique parce qu'on a déjà vu ça. Donc je pense que quand on aura, je pense qu'on aura gagné quand voilà, ça sera clair pour tout le monde les droits d'auteur, ça sera clair pour tout le monde notre offre et que tout le monde soit équipé d'identité sonore. Je pense que là, ça sera vraiment chouette. Super. Encore trois petites questions en dehors de l'aventure. Si tu pouvais boire un café avec la personne de ton choix, encore présente sur Terre ou pas, qui choisirais-tu? Alors ça, c'est une bonne question. Un petit moment privilégié. J'ai plein d'idées comme ça, mais j'ai du mal à arbitrer entre une. Ah bah, tu peux faire une petite table ronde. Hein. Ouais. Moi, je pense que je parlerais plutôt avec des gens qui sont plus de ce monde, justement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est très ancré dans les problématiques qu'on connaît, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient tout ça. On est très angoissé pour l'avenir. Mais du coup, j'aurais bien aimé savoir aussi, parce que on est quand même dans des vies privilégiées. Je veux dire, oui, on a des problématiques globales sur Terre et autres, mais on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu la post-guerre, tout ça et tout. Donc moi, j'aimerais bien, je pense, échanger avec mes grands-parents, par exemple, que j'ai pas trop connu mes grands-pères, pour comprendre effectivement, eux, les défis qu'ils avaient à relever, qu'est-ce qu'ils ont relevé, comment ils l'ont géré, et qui perçoivent aussi la vie qu'on a pour nous donner, je pense, la vision de ça, parce que je pense que les clés aussi du futur, elles viennent aussi faut aussi s'en inspirer dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui ont été étudier, analyser, il y a beaucoup de comportements qui reviennent sans cesse, tout ça, donc je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du passé, donc je veux pas prendre des gens qui existent toujours, parce que je pense que j'aurai toujours l'opportunité de boire un café avec ceux que j'ai envie, j'espère, mais c'est plus avec des gens qui sont plus là, pour essayer de comprendre en fait, essayer de comprendre en fait les défis qu'ils ont eu à relever, comment ils l'ont relevé, et pour pouvoir faire un parallèle avec nos époques, parce qu'encore une fois, c'est ce que je dis, on est quand même des privilégiés, on est bien assis à Lyon dans des beaux studios, on n'a pas de problématique de guerre, ce soir je vais manger à ma faim. Donc les seules problématiques que j'ai, entre guillemets, c'est savoir où ils composent, ce que je vais développer, tout ça. Donc c'est des problèmes que tu t'es toi-même... C'est des problèmes que je me crée toi-même, et c'est des problèmes en plus c'est même pas des problèmes, c'est des challenges. Ouais, des challenges. Donc en fait, être confronté avec des gens qui ont peut-être vécu plus de problèmes et savoir ce qui, je pense, des fois aide à relativiser, à redescendre la pression, et puis à reprioriser tout ça, quoi. Et s'il y avait quelques artistes, si toi tu aimes la musique. Moi, je pense qu'un de mes groupes préférés, je trouve que c'est le summum de la performance, c'est Queen. Je trouve que c'est incroyable d'un point de vue musical et performance vocale. Donc je pense que j'aurais bien aimé les voir en live ou les rencontrer. Est-ce qu'il y a une ressource en lien ou en tout cas avec un petit peu tout ce dont on a parlé, une ressource, livre, film, série, podcast que tu aimerais vraiment offrir à tout le monde? C'est marrant ce que tu dis ça, parce que j'ai créé sur Notion justement une banque de connaissances et du coup j'essaie de répertorier par podcast, par livre, par film, tout ce qui vraiment m'a marqué. Pourquoi? Parce que des fois les gens me posent la question et comme ça je pourrais leur partager en public et pouvoir aller piocher dedans, même si j'ai pas la science infuse, mais pour voir pourquoi ça m'a interpellé. J'ai beaucoup lu développement personnel, mais j'ai un peu fait le tour et j'y reviens un peu parce que finalement faut que je lise alors le livre de Julia de Funès qui parle de développement impersonnel. C'est très auto-centré, c'est très individualiste et très sur la performance. J'ai beaucoup lu d'économie parce que je suis abonné aux Échos, j'écoute BFM Business et autres, donc j'essaie de compenser maintenant avec d'autres choses, plus comme la philosophie. Parce que je me dis que voilà, Ça, c'est parce que on avance dans l'âge. Dans l'âge, je pense. C'est le fait d'être papa, c'est le fait Exactement. de tout ça. Mais dans les livres qui m'ont marqué, j'adore les livres de Robert Greene, les 48 lois du pouvoir, l'art de la séduction, tout ça et autres. Ils sont fascinants ces livres parce que c'est en gros, ça explique le pouvoir, comment prendre le pouvoir, comment les gens prennent le pouvoir et autres. J'ai vraiment adoré ces livres-là, ils sont vraiment sympas. Et aujourd'hui, je consomme à mort du podcast. J'écoute beaucoup le podcast Sismic. Il est super bien.
J'en écoute d'autres, mais lui, je l'aime particulièrement. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une ressource, il y en a plein comme ça. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est arriver à bien équilibrer. Je pense qu'il faut écouter de la finance, il faut écouter un peu de philosophie, il faut écouter un peu de politique, et il faut multiplier les sources de savoir, parce que malheureusement, les algorithmes, ils sont mal foutus, parce que quand tu commences à consommer un contenu, on te nourrit que de ce contenu-là. C'est ça. Donc moi, d'ailleurs, un jour, peut-être que je lancerai cette application-là, d'ailleurs, peut-être que ça existe, mais moi, j'aimerais bien que quand il y a un sujet qui sorte, on puisse avoir d'un côté le Canard enchaîné et d'un côté les Échos. En fait, on n'a jamais de contre-pouvoir. Donc je pense qu'il faudrait que à chaque fois qu'on ait une info, faudrait qu'on ait et le pour et le contre à chaque fois, quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça que les ressources, je pense qu'il faut surtout les multiplier. Et puis après, il faut aller à ce qui nous parle le plus. Mais je sais que moi, les livres que j'ai le plus lus, j'ai lu effectivement Robert Greene. J'ai beaucoup aimé toute son écriture. Super. Je mettrai tout ça dans les descriptions de l'épisode. Dernière question. Qui aimerais-tu que l'on retrouve derrière le micro d'Aventure Humaine? À qui tends-tu ton micro? C'est une bonne question. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même vachement accès aux gens et ce qu'ils font autre que dans leur business, parce que justement, le podcast s'est beaucoup développé. Donc, il y a beaucoup de gens, justement, que je vais écouter des fois pour savoir qui ils sont. C'est ça. Dans leur globalité. Qui ils sont derrière. C'est quelqu'un que techniquement tu pourrais avoir ou compliqué d'accès? Ah, même si c'est compliqué d'accès, on peut relever le challenge. Faut que ce soit un francophone, on va dire. Ouais. Non, parce qu'après, il va être compliqué d'accès, mais à la fois, je lisais un truc sur lui, j'aurais bien aimé comprendre pourquoi ça a dégénéré comme ça. Parce qu'il y a des gens comme ça de pouvoir qui fascinent et à la fois, on comprend pas pourquoi ils sont partis en cacahuète. À la fois, je regardais la série justement sur Dominique Strauss-Kahn, par exemple. Ah ouais. Des gens, comment ils peuvent arriver si proches comme ça des choses et à la fois partir en live et à la fois faire des choses et pas se rendre compte que ça va se voir. Tu vois, des gens, notamment en politique. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir un politique pour comprendre pourquoi il y a toujours cette quête de pouvoir. Pourquoi il y a autant d'aspects borderline, sachant que tu sais que ça va tomber, mais que tu le fais quand même. Donc, ça fait rebond au livre de Robert Greene qui est sur le pouvoir. C'est un truc qui m'interpelle beaucoup, ça, parce qu'on est sans cesse en quête de ça. Et je pense qu'ils sont pas plus cons que les autres et on serait pas plus malin qu'eux. Je pense qu'à un moment donné, t'es pris dans quelque chose où après, c'est compliqué de revenir en arrière. Donc ce serait un politique comme ça qui interroger Fillon ou je sais pas qui, comprendre à quel moment donné tu bascules dans le côté sombre et finalement la vraie raison de faire de la politique, est-ce que au fond tu le fais vraiment pour le bien commun, à quel moment tu te rends compte que tu le fais peut-être pour le pouvoir et à quel moment tu transgresses et après comment tu analyses ça avec le recul, quoi. Ce serait plus des gens comme ça, ce serait intéressant de savoir. Le maire de Lyon par exemple. Ok. Des gens comme ça serait marrant. Et bon, on va essayer d'aller creuser leur aventure humaine. Je pense que s'ils sont transparents et francs, je pense que ça peut être rigolo. Il peut y en avoir des anecdotes là. Exactement. Un grand merci Sylvain. Et merci à toi. J'ai adoré et évidemment j'invite donc tout le monde à aller creuser toutes les ressources qu'on aura mis dans la description de cet épisode. Et puis si c'est un sujet, donc si vous êtes chef d'entreprise ou créateur de contenu, dans tous les cas, WeCompose peut accompagner et peut vraiment rendre mémorable, tout comme votre logo. C'est la première des choses qu'on fait. Pas forcément utile quand on se lance, oui. Mais si vous faites un logo, faites aussi l'identité sonore. Dans tous les cas, vous pouvez jongler et avoir une offre appropriée. Donc bravo et merci beaucoup pour nous offrir ces solutions. Merci à toi.